J'ai toujours dit, ce qu'il y a de plus dangereux, c'est les femmes et le fisc. Le 93 revient, je lui mets un coup de tête. Le truc à jamais faire. Alors réponds à ce con, est-ce que demain t'es riche, est-ce que tu viens faire de l'optimisation fiscale et te faire filmer? Oui, j'ai levé 100 millions d'euros. On m'appelait le Mozart de la finance. Et c'est là que j'ai créé Centurion Motor Oil. Oui, j'entends, ça sonne. Ouais. Comment tu fais 964 millions de chiffre d'affaires? Et là, pour la première fois de ma vie, je vais en prison. Lui, c'est Laurent Fernandez, entrepreneur, businessman, et depuis quelques temps, il poste sur les réseaux sociaux. Voiture de luxe, yacht, top modèle, ses vidéos, parfois un peu provocatrices, divisent. Certains le considèrent comme un génie, comme un entrepreneur hors pair, et d'autres se posent beaucoup de questions à son sujet. Et ça, c'est moi, votre honneur Zaki. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir poser toutes ces questions à Laurent Fernandez. Je vais me le détacher. Laurent Fernandez, bonjour. Merci d'avoir eu le cran d'accepter mon invitation et de venir répondre à toutes mes questions. Merci Zakaria, mais enfin bon, c'était un peu de la provocation sur les réseaux, je crois que t'as vu que j'ai des couilles et que je suis venu. J'ai rien à cacher. Effectivement, bienvenue. Par contre, je t'ai appelé Laurent, mais c'est quoi ton vrai prénom? Est-ce que c'est Laurent? Est-ce que c'est Pascal? Est-ce que c'est Carlos Nicolisi? Puisque dans les années 2000, tu t'es fait arrêter pour une affaire dont on parlera un petit peu plus tard, sous la fausse identité de Carlos Nicolisi. Pas de fausse identité. Alors, premièrement, j'ai deux prénoms. Laurent, Pascal, Fernandez, c'est vrai. Carlo Nicolosi était un passeport tout à fait légalement, parce que dans le monde entier, on peut se faire adopter et avoir un passeport. Surtout dans une île, mais ça on en parlera, puisque je crois que tu m'as réservé une machine pour voir si je dis la vérité. Donc on verra. Très bien. Alors je t'explique, puisque tu parles de machine pour dire la vérité. Le principe du podcast aujourd'hui avec moi, c'est de dire uniquement la vérité. On n'est pas là pour raconter des salades. Je sais que les gens t'appellent le beau parleur, le golden boy de Perpignan. On dit que tu aurais vendu des lunettes à un aveugle. Aujourd'hui, je veux pas de bullshit, je veux pas de salade, je veux uniquement la vérité. Depuis que je suis sur les réseaux, 14 mois, j'ai toujours dit, depuis le départ, faites gaffe les jeunes, ne mettez pas le doigt dans le pot de confiture, faites pas les cons. Donc dès le départ, moi, j'ai fait aucun podcast, aucun truc où j'ai raconté de la merde. Donc là, je suis venu et je vais te le prouver. J'ai aucun problème. Très bien. Eh ben écoute, j'ai ramené un détecteur de mensonges avec un professionnel. On fera ça à la fin de la vidéo. J'aurai quelques questions à te poser donc avec le détecteur de mensonges. Si tu l'acceptes, bien évidemment. Bien entendu. En tout cas, on t'a enlevé les menottes. Donc tu peux fuir quand tu veux du podcast. Il n'y a pas de problème. J'ai remarqué un truc avec les entrepreneurs du net, c'est comme ça que je les appelle, c'est qu'ils se sentent obligés de nous raconter des conneries. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit de plus en plus de podcasts, et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, on ne veut pas faire un énième podcast bullshit. Ils nous racontent tous qu'ils ont été entrepreneurs dès leur plus jeune âge, qu'ils ont commencé le business à 5 ans, l'autre à 10 ans. Il y en a un qui nous a dit récemment qu'il découpait les filles en bikini dans les magazines La Redoute, qu'il les collait dans des cahiers et qu'il les revendait aux copains. C'est quoi cette connerie ? Si je te dis ça, tu t'en doutes, c'est que, comme par hasard, Laurent, t'as une histoire un petit peu similaire. Non, rien à voir, rien à voir. On va parler. Bah raconte-moi, tu louais des parcelles de la maison. Alors écoute-moi, j'avais Alors, 13 ans, 14 ans. Moi je suis né à Montfermeil, tout le monde le sait. Bosquet. On a habité allée de la Chapelle aux Chênes Pointus, à Clichy-sous-Bois, donc au Karcher, soi-disant. Bref, mon père a fait des stations de métro, il travaillait, il était maçon, ma mère vendait des chaussures. Et donc ils ont décidé, mon père, de travailler et de faire ses études le soir. Il faisait 14 stations de métro pour aller prendre et devenir ingénieur conseil. Il est devenu et on s'est mis dans une ville bourgeoise qui était le Neuilly du 93, qu'on appelait le Rincy. Et mon père a loué une maison là-bas. Et c'était aux 14 allées du réservoir. Tu vois, je m'en souviens. J'étais jeune, mais 14 allées du réservoir. Et donc, j'avais une voisine qui s'appelait Marie-France et qui se foutait à poil l'été. J'étais un peu choqué, on avait 14 ans, et moi je me suis dit, tiens, il y a du business à faire. Alors, c'est vrai que j'étais un zouzou de première parce que j'avais pas de mobilette, j'avais tous mes potes qui avaient des mobilettes, des Zundap, des KS, des 103 SP, des 51, enfin tous ces trucs-là, et moi j'avais pas. Donc je me suis dit, comment je peux faire de l'oseille? Alors j'avais décidé de tailler dans la haie et de faire, alors comme mon père avait une paire de jumelles quand ils allaient à la chasse, donc il l'avait pris, parce
qu'il allait à la chasse avec ses copains, c'était son truc. Et donc, je faisais venir tous ceux de l'école. Et il payait. Alors, évidemment, c'était 5 francs à l'époque, 3 francs, 5 francs, etc. Je dis, celui qui fait du bruit, qui nous nique le commerce, il paye à tout le monde le reste. Donc, et comme quand t'as 14 ans, de voir une nana toute nue, c'était quelque chose. Et en attendant, je louais à ceux de la fac, et ça c'est moins drôle, ma mère s'en est toujours souvenue, je louais la chambre de ma sœur, bien entendu la chambre de mes parents, je louais la maison complète tous les mercredis après-midi. À quel âge ça ? 14 ans. Est-ce que toi aussi, tu t'es pas pris au jeu du storytelling ? Est-ce que tu n'essayes pas de devenir le nouveau menteur numéro 1 des réseaux ? Et ça serait une petite anecdote un peu bullshit. J'ai rien à vendre. Je suis sur les réseaux, j'ai jamais demandé un abonnement. J'ai jamais vendu quelque chose, j'ai jamais rien vendu. La seule chose sur les réseaux sociaux qui a été bien, c'est comme une campagne Google pour moi, pour m'aider à vendre plus d'huile ou avoir des fournisseurs. Le reste, rien. Donc ça te dérange pas, même si c'est pas une... Ah mais j'en ai rien à foutre, tu peux même prendre mon téléphone, tu regarderas tout à l'heure, je suis même pas payé par YouTube, je suis même pas payé par TikTok, par Instagram, par tout ce que tu veux, j'ai rien fait. D'ailleurs, ça serait peut-être bien que je prenne un peu d'oseille, mais j'en ai pas fait. Je suis justement venu sur les réseaux sociaux parce que je voyais de la merde. Et excuse-moi de parler crûment, mais pour moi, c'est l'escroquerie à 2 centimes d'euros. Alors il y en a qui ont fait beaucoup d'euros, mais faire croire à des gens qui vont devenir riches en vendant des bitcoins, sortir d'un truc, mais vous allez devenir une star, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai pas fait d'études. J'ai réussi par obligation. C'était la façon de sortir de la zone. Je dirais que de l'âge de mes 14 ans jusqu'à mes 28 ans, je n'ai pas fait de merde. Après, j'ai fait des conneries. Et donc, même si c'est une question bateau, t'es d'accord pour que je te la pose au détecteur de mensonges pour aucun problème. La voisine. Ce que tu veux. vas pas avoir de soucis avec la voisine. Non, je crois que paix à son âme, elle est décédée, mais j'ai aucun problème. Paix à son âme. De toute façon, on peut même interroger ma mère, ma grand-mère, enfin tout ce que vous... Non, ma grand-mère, elle est plus de ce monde, mais voilà, j'ai aucun problème pour ça. Et donc, ça, tu m'as dit, tu avais 13-14 ans. Un peu après, tu es un peu livré à toi-même. Je crois que ton père te met dehors. Disons que je suis pas doué à l'école, c'est pas que je veux pas. Je suis un feignant, ça m'emmerde, ça m'ennuie. Je fais l'école buissonnière parce que j'apprends le dimanche à sortir pour un primeur des caisses, etc. Je me faisais 50 francs, 60 francs à l'époque. Donc, c'était beaucoup d'argent. Et puis, je voyais les fils à papa. Je me suis acheté mes premières Weston. Puis après, j'ai acheté mes premières mobylettes pliées. D'ailleurs, il y en a qui se reconnaîtront, que ça soit Olivier Narfin, Marco de Freitas, Karim, Rachid, moi, bon, et puis plein d'autres que j'oublie, Zoran. En l'occurrence, ce qu'on faisait tout simplement, c'est que j'achetais des mobylettes défoncées et je les revendais à l'époque sur le 51, ça s'appelait Département 93, et j'allais dans plusieurs cases, dans toute la région parisienne pour trouver des pièces et on les remontait et on les vendait. Voilà, rien d'extraordinaire. Ça, c'est ce que tu as fait de tes 16 à tes 28 ans ou tu as fait Non, d'autres choses ? alors jusqu'à 16 ans. Ensuite, à 16 ans, comme je faisais l'école buissonnière, mon père m'a attrapé, m'a mis un coup de paume dans le cul et m'a dit c'est dehors. Donc, j'ai pris dans un premier temps, j'ai été habité chez mon ami Zoran. Il travaillait, était plus vieux, et puis il travaillait dans une imprimerie. Donc, il m'a hébergé. Et puis, j'ai commencé à aller bosser avec lui. Alors, il fallait l'autorisation des parents. Alors oui, j'ai fait mes premières conneries en faisant des fausses autorisations en disant que c'était ça. Et puis, j'ai travaillé dans l'imprimerie. Et puis la journée, comme ça suffisait pas, je travaillais comme scooter. J'avais un scooter et je travaillais dans tous les transports de la banque du sang, c'est-à-dire tout ce qui se faisait. Et je dormais pas beaucoup. Ouais. J'ai entendu aussi que tu avais été, pendant cette période-là, agent immobilier. Alors, c'est arrivé plus tard. Ça a duré 2 ans, cette galère. Et à 18 ans, je vais voir mon père et je lui dis, écoute, j'aimerais me lancer... il me dit, mais te lancer de quoi ? T'es un cave. Il me dit, t'as pas de diplôme, t'as rien, t'as voulu arrêter. Ton père, il était dur avec toi ? Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'étais très très bon à l'école jusqu'à temps que mes parents se séparent. Il me faisait pas toucher par terre, il me prenait par les cheveux jusqu'au 2e étage, douche froide si j'étais pas premier. J'étais premier. À quel prix ? Bon, maintenant c'est fini, je lui dois pas. C'était une autre génération. On venait d'Espagne, mon grand-père avait quitté le fascisme, Franco contre les fachos, ma mère de l'autre côté. Ils sortaient de la guerre, ils étaient durs, ils étaient rudes. Mon père était rude. Ouais, c'était un enfoiré. Mais après, maintenant, toutes les années, je comprends. C'est deux mondes à part. Aujourd'hui, on a une expectative, on voit les mômes qui ont plus de respect. Moi, dans la cité, que tu sois musulman, catholique, ce que tu veux, chinois, ce que tu veux, on aidait les grands-mères à monter, les courses, on les aidait, on n'avait pas ces problèmes d'extrême comme on a aujourd'hui. On était tous ensemble et on vivait bien. T'avais même des juifs avec les arabes, avec le reste, on n'avait pas de problème. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui a vraiment changé. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, j'entends tellement de merde que j'ai accepté. Ouais, parce que franchement, ça pourrait plus me causer des torts que me donner de l'avantage. Mais comme j'aime les choses claires, alors tous les gens qui me font confiance et qui travaillent depuis 15 ans avec moi,
rien va changer parce qu'ils savent. Bon, il y en a d'autres qui vont peut-être me dire oui, bah il est ceci, il est cela. Alors, ce que j'aime pas, c'est me faire insulter. J'ai jamais été un reconcours ou j'ai jamais été. Je connais pas ces gens-là, Bouli, reconcours, tout ça, c'est pas mon truc. J'ai rien contre eux, je les connais pas. Mais moi, j'ai jamais piqué 1 euro à quelqu'un. On a fait des affaires, des bonnes, des mauvaises, mais j'ai jamais piquer de l'argent à quelqu'un. Ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on y reviendra, mais avec ton détecteur de mensonges. Là, si je comprends bien, donc ce que tu me dis, c'est que finalement, dès ton plus jeune âge, tu étais attiré par l'argent, par le business, donc les mobylettes, les voitures, l'immobilier, etc. C'est quoi, tu as grandi dans une famille d'entrepreneurs, une famille aisée? Parce que Pas du tout. On entend souvent, je suis parti de rien, puis finalement, quand on regarde un peu, le rien, c'est pas le même pour tout le monde. Ah non, mais moi, je vais t'expliquer, tout le monde connaît ma vie, tous ceux que tu pourras enquêter, et je sais que tu as enquêté beaucoup, mais tu peux enquêter sur des amis d'enfance, etc. Moi, je suis né à Montfermeil, j'ai grandi ensuite à Clichy-sous-Bois, ensuite au Rincy, et mon père travaillait comme un dingue, et on était dans un pavillon de location, il n'y a rien d'extraordinaire. Sauf qu'à 18 ans, je me suis retrouvé sur la Nationale 3 à Bondy, en train de retourner du béton dans une entreprise qui appartenait à un Italien qui s'appelait Angelo. Et Angelo avait une agence qu'il avait montée avec un mec qui s'appelait Non-Ville Immobilier. Et puis un jour, sur la Nationale 3, il y a un type qui arrive avec sa voiture, avec les vitres fumées, il baisse la vitre et puis il me dit « Jeune homme, c'est à qui le terrain ?» Et là, j'ai menti éhontément. J'ai menti, j'ai pas honte. J'ai dit « Oui, ça appartient à mon père. » En réalité, ça appartenait une partie à mon père et tout le reste, c'était un autre client. Et en vérité, mon père m'avait caché qu'il avait signé une promesse de vente. Bref, moi, je dis à ce type, André Bourran, directeur de la NPE France, « Écoutez, je peux vous avoir ça. Vous cherchez quoi ?»« Nous, on cherche pour faire un immeuble. » « Ok, d'accord. Je dis « J'en parle à papa. » Je fais le fils à papa, ce qui n'était pas le cas. Je dis « Oui, je sais des bottes en caoutchouc, mais bon, c'est normal, mon père veut m'élever à la dure. » Il me dit ok. Bref, je prends ça. Et ensuite, je vais voir un copain qui, lui, et un autre, et on avait un copain qui louait, qui louait pas, que son père avait une Ferrari. Et j'ai voulu lui louer. Il m'a dit non, je peux pas, etc. Je dis écoute, j'ai besoin de faire croire que je suis un fils à papa, il faut que j'aille me rendre à Coubron, devant la maison de ce monsieur. Pourquoi? Je lui dis c'est un scénario que j'ai fait. Il me dit ben, c'est pas vrai. Je dis écoute, c'est là que ça a été le déclic dans ma vie. Je me suis arrangé, je lui ai présenté une nana, enfin machin, j'ai payé son week-end, etc. Il est venu au bout de la rue avec la voiture, et je m'en rappelle parce que je l'ai racheté la même après. C'était extraordinaire. Tu m'en des photos. Ah mais t'as tout, j'ai toutes les photos étant jeune, machin, mes premières Ferrari, ma 328 GTS, ma première Porsche, mais avant j'ai commencé avec une R5 avec des box Quality Street là-bas, collés, il y en a qui vont rigoler parce qu'ils me connaissent, des 205 XAD avec des banquettes où on faisait, j'ai vendu des ambulances, enfin ouais. Je vais tout expliquer. La fin justifie les moyens, mais disons que je n'étais pas dans l'illégalité. Et j'expliquerai ce qui s'est passé quand j'ai mis le doigt dans le pot de confiture. Ça, mais pour en venir... quel âge à l'époque de Scoop Immobilier? 18 ans. Okay. Et donc, jusqu'à 19 ans et demi, j'ai travaillé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis vendu. Alors, j'ai pris la fameuse Testarossa. J'ai été me présenter à la porte. Oh, superbe. Mon pote attendait au coin de la rue. Il s'est mis à transpirer. J'ai pris la Testa. Et vas-y, je suis parti. J'ai fait le tour du village. Il est redescendu. Il faisait des bons. L'autre, il me voyait, mais il disait rien. Et je dis à André, écoutez, André Bourran, on se voit quand? Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on signe l'exclusivité. Il m'a dit, on se revoit lundi. Donc, on ramène la voiture de mon pote. Dimanche, je vais chez Angelo. Je prends le certificat. Et je lui dis, écoute, je vais te signer une exclusivité pour un immeuble. Il me dit quoi? Je dis en échange de quoi? Je veux ma commission. Il me dit quoi? Je dis sinon je vais voir directement le père Sanchez chez Century 21. Alors, je vous la fais courte parce que je veux pas parler 10 ans, mais il me donne ça. Il m'a dit ton père, il va devenir fou. Je dis mais je vous ai vendu l'immeuble. Mais il me dit ton père a fait une promesse de vente sur ça. Je dis écoute, peu importe où il va trouver l'oseille, moi ce que je veux c'est comme si je vous demandais 300 000 € aujourd'hui. Il m'a dit on verra. Ramène déjà l'exclusivité. Donc il me fait l'exclusivité. Parce qu'avant, quand tu étais agent immobilier, pour être agent immobilier, il faut une licence de droit ou 5 ans d'activité. Donc moi, j'étais rien du tout. Il m'a mis comme agent commercial et il fallait que je me déclare. Et donc je vais voir André et André me dit t'as pas de registre du commerce, t'as rien, t'es sûr que... Je lui dis ouais. Mais il me dit pourquoi t'as de la tchatch, pourquoi tu fais pas des études pour agent immobilier? J'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme. Mais il dit tu peux passer l'AFPI, c'est le niveau du bac, mais si tu bosses, tu peux y arriver. Je dis écoute, on verra. Et puis il me dit moi je t'aurai la subvention pour que tu puisses aller à l'école. Je suis ok. Donc là, tu passes ton diplôme. Avant de passer mon diplôme, je retourne chez mon père. Bien entendu, je négocie, je leur fais du chantage, je leur dis sinon, je m'en vais chez le voisin. Et finalement, ils acceptent de 300 000 à 200 000 balles. Et la première chose que je lui dis, tu me fais un virement chez Charles Pozzi. J'ai acheté une Ferrari 328 GTS, j'ai acheté une Carrera 2. Combien? Du coup, là, tu gagnes combien là, sur ce coup-là? Au lieu de gagner 300 000 €, on est à 250 000 €. 200 000 € qui me donnent pour acheter une Porsche 911 3 litres 2 et aussi la Ferrari. Et la différence des 50 000, je vais faire la fête en Thaïlande pendant 5 mois jusqu'à temps que j'ai plus rien. Et ensuite, je
rentre et je passe mon diplôme après 2 ans. Pas tout à fait exactement, au bout de 18 mois, je bosse comme un acharné et En je fait, sors. Tu t'es dit, l'immobilier, c'est mon truc. C'est mon Autant truc. que je fasse un diplôme là-dedans, Voilà. je suis bon dans ça, je vais faire un Voilà, maximum d'argent. je pensais, voilà. Donc je me suis mis avec un diplôme de l'AFPI. Et contre toute attente, mon boss, qui s'appelait Angelo, il me dit mais qu'est-ce que tu fous? On ne te voit pas le matin, t'arrives à 16h, mais je ramenais des exclusivités, il se demandait. Parce que moi, j'avais un copain qui vendait à Sevran-Village, il vendait des aspirateurs chez Electrolux. Donc j'ai vu comment il rentrait dans les portes. Donc je me suis dit, de 18h jusqu'à 22h, 23h, jusqu'à temps qu'il me foute dehors, je vais taper à la porte. Messieurs, dames, excusez-moi de vous importuner, on m'a dit que votre voisin vendait votre bien immobilier, c'est pas vous? Ah non, ah bah ça doit être le voisin du dessous, Et j'ai fait comme ça. Et ça, tu fais ça pendant combien de temps? Donc tu étais agent immobilier. J'étais agent immobilier gagnais jusqu'à bien la ta vie. guerre du Golfe en 1991, parce qu'on va arriver, c'est là où je me suis cassé la gueule, et c'est là où démarre, je dirais, une partie exotique de ma vie. Mais alors donc, qu'est-ce qui se passe? J'apprends pour rentrer des affaires, mais ça va pas assez vite. Je veux plus d'argent. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde puisque j'avais travaillé dans l'imprimerie, je regarde où est imprimée la centrale des particuliers. Ça vous dit tous quelque chose, c'est sur Internet, mais avant c'était des journaux. Et les journaux, c'était distribué le jeudi. Donc c'était fait en imprimerie le dimanche, lundi, le mardi, et le mercredi, c'était booké. Donc qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de soudoyer des chauffeurs à Stein. J'allais à Stein-Pierrefitte, enfin à Saint-Denis, et j'allais trouver à la sortie de l'imprimerie, et je leur donnais de l'oseille pour avoir T'avais déjà quand même un peu ce côté manigance. Pas manigance, c'est pas être manigancé de réfléchir comme les autres. C'est ce qu'on m'a souvent reproché. C'est pas parce que tu perds tes clés sous la lumière qu'il faut que tu sois comme un mouton, comme une chèvre, comme un con à aller chercher parce qu'elles sont peut-être dans l'ombre. Ben là, c'était pareil. Il a fallu, j'étais entre guillemets feignant avec des goûts de luxe. Donc il fallait bien que je trouve une solution. Donc je prenais les annonces avant tout le monde et j'allais faire du porte-à-porte avant tout le monde. Je ramenais l'exclusivité dans mon département où j'étais et j'ai cartonné. J'ai tellement cartonné que j'ai racheté l'agence de mon boss. Cartonné, c'est-à-dire à 18, 20 J'ai ans, pas tu tout à gagnais fait combien? 20 ans. C'est comme si que tu me disais aujourd'hui, je gagne 30, peut-être pas autant, mais 20 000 euros. Et puis, je me suis dit, ça va pas assez. C'est pas assez, ça va pas assez vite. Donc, je me suis dit, je vais faire des locations. Juste avant ça, je prends des crédits parce que je voulais acheter des appartements. Alors, ma spécialité, c'était je prenais un appartement et je le coupais en deux. Pourquoi? Parce que comme j'avais appris sur les marchés, j'avais eu des gens du voyage. Et les gens du voyage, ils habitaient en caravane. Et je me suis dit, je vais faire 2 caravanes, comme l'intérieur d'une caravane, avec un studio. Alors, ça achetait des petits studios, ils faisaient 30-35 mètres. Et je faisais des studettes de 15 mètres. J'avais rien inventé. Ça se faisait déjà à Paris. Mais moi, je l'avais innové parce que je faisais les mêmes couleurs que dans les caravanes, les choses comme ça, etc. La façon de faire. Bénéfice, j'avais acheté un petit immeuble pourri, que j'avais tout rénové, que j'avais fait. Sauf que 91, la guerre du Golfe est arrivée. L'agence immobilière se casse la gueule, plus de ventes, crise, c'est difficile. Et donc là, j'ai un huissier de justice qui vient me saisir. Montreuil, ça s'invente pas. Il s'appelait huissier de justice à Montreuil. Et donc, au moment de me saisir, j'avais la Porsche, ils l'ont saisi, il restait la Ferrari, la 328. Donc là, c'est un peu banqueroute finalement. Banqueroute, je suis à poil, comme beaucoup, j'ai rien caché. Oui, ok. Mais la seule Y a chose pas qui de me mal à restait, ça. c'était cette 328. Donc j'ai dit, ils vont pas me la Elle valait prendre. combien à peu près? C'est comme si que tu me disais une 328 aujourd'hui, je sais pas, c'est comme si tu avais pas une SF, mais je pense que c'est comme si que tu me dirais, ça vaut 200 000 euros quand même. Donc ça, c'était ton Mais à l'époque, ça valait rien. Voilà, c'était ce qui me D'accord, restait. ok. Et il venait de me saisir la Porsche. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et donc, je rencontre un de mes potes qui me dit, écoute, moi, je vais immatriculer ma voiture à Luxembourg dans une fiducie. Je savais pas ce que c'était qu'une fiducie. C'est pour ça que j'ai une fiducie maintenant. Une fiducie, c'est une société où on domicilie des entreprises. Et à Luxembourg, il n'y avait pas de taxes. Je l'ai appris, je ne savais pas. J'étais jeune, je ne comprenais rien. Et donc, je vois, paye pas de taxes, immatriculation petite, etc. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais me préserver, je fous la Ferrari là-bas. Et l'huissier me dit, elle est où la Ferrari? Je dis, écoutez, elle est au Luxembourg, elle est cassée. Je mens éhontément. Et là-bas, bien entendu, je laisse la Ferrari et je tombe sur un marchand de voitures. Et donc, ils ont des diesels. Je vois des diesels qui sont moins chers qu'en France. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je m'aperçois que le marché français, nous, on était les numéros 1 du diesel. Tu sais, dans toute l'Europe, le gasoil, c'était ça. Je me suis dit, j'ai échangé ma Ferrari et je vais récupérer des voitures à la place. Des BMW diesel et des Mercedes diesel. C'était pas des taxis. Plan pour te refaire. Pour me refaire, je me suis dit, je vais récupérer et vendre. Et Toi, comme en la fait, Ferrari... t'avais pris goût à la vie, d'à bien gagner ta vie, etc. 5 étoiles, Voilà. tu te Donc remets là, pas. Tu t'es dit, ça, c'est le coup à faire. C'est le coup pour Achat, refaire revente de et payer voitures. mes dettes. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'huissier il me dit, elle est où, monsieur Fernandez? Je lui dis, écoutez, allez à Cap-Hélène, vous pouvez appeler. Donc, le mec, il dit, ah oui, moteur cassé, etc. Il joue le jeu avec moi et il me file les voitures. Et puis, le mec, il est vindicatif. Il cherche. Et finalement, je reviens le voir et je lui dis, écoutez, je prends un accord avec vous de règlement. Et il me dit, j'adore les voitures américaines, etc., les Corvettes et ceci, cela. Et il me dit, là, il y a bientôt, prochainement,
prochainement une vente aux enchères en Alabama. Bah, j'ai dit, écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai de l'argent, qui est pas à moi, on va me le prêter. Il me dit, bon, M. Fernandez, vous croyez que j'ai pas compris le coup de la Ferrari? Bah, j'ai dit, écoutez, allez la chercher. Il me dit, bon, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, écoutez, moi, je vais vous prendre un plan d'échelonnement, je vais vous payer tous les mois. Je dis, bah, je peux aller en Alabama pour vous. Et donc, je suis parti avec mon copain Emmanuel, et on est parti acheter en Alabama les 3 voitures d'Al Capone. Une seule, Cadillac 1931. Acheté et financé par l'huissier. On a ramené une Corvette LT1. Et là, je cherche pour la mettre, pour la ramener. Donc, on l'a fait revenir des États-Unis, on l'a fait dédouaner, on l'a fait immatriculer, on la met dans son garage. Et puis moi, en même temps, j'avais acheté 2 autres Corvettes. C'est pas un peu gros, ça? Je vais aux États-Unis à 20 ans acheter la voiture d'Al Capone. Pas à 20 ans. J'avais 22 ans, à tout casser. À la vingtaine. Ouais, et tu peux demander à Marc Golin, je crois que sa fille existe toujours, elle va te dire Cadillac 31. Moi, je raconte pas de pipeau. Quand je te dis je sais pas, je sais pas. Quand je dis j'ai pas fait, j'ai pas fait. Quand j'ai dit j'ai fait, j'ai fait. Il y a beaucoup de gens qui m'ont approché, certains comme toi, j'ai eu Netflix, j'ai des gens qui ont voulu faire de ma vie un film. Pour moi, la partie que je vais te dévoiler, et que je l'ai dévoilée à certains, beaucoup me connaissent depuis des années, je n'ai pas voulu parce que j'ai eu honte de ce que j'ai fait comme connerie plus tard. Mais on va en parler. Ma vie est tout sauf une pièce de théâtre. C'est vrai que là, ce que tu me racontes jusqu'à maintenant, de tes 13, tu vois, t'as les photos, t'as tout, j'ai rien caché. À ta vingtaine, t'as quand même... moi, la rage. La rage, ça me fait penser un peu à tous les films, Arrête-moi si tu peux. Oui, mais c'est de la carambouille, là, c'est pas de la carambouille. Là, je fais aucune magouille. J'allais dire aussi le Loup de Wall Street, mais pas dans la partie magouille. Je veux dire dans la partie où ces gens-là, c'était des génies de la vente, des génies... Entourloupe, c'est pas le mot parce qu'il est péjoratif, mais t'avais un peu cette manière de évidemment. mettre les gens dans la poche. Tu m'as montré beaucoup de photos avec les célébrités, machin. T'arrives même en des fait hommes politiques, tu l'as bien vu. Sociabiliser avec des hommes même politiques. Des grands policiers, des gendarmes, j'ai pas de problème avec ça. Comment? Parce que ça, c'est un talent. Quand t'es vendeur, quand t'as des choses à vendre, être un bon commercial. Je pense que je serais capable de vendre des bilboquets à la sortie d'un cimetière, oui. Moi, du coup, la question que je me pose et que je te pose et que beaucoup de gens se posent, c'est comment un génie de la vente, si on peut dire ça, se retrouve dans les années 2000 dans une histoire de recel. Recel de malversation d'un mandataire judiciaire. Voilà, oui. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête entre je suis un bon vendeur, j'ai faim, je fais du business dans l'immobilier. Alors déjà, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Je reviens donc à mes premiers trucs. J'ai mes BMW, j'ai mes voitures américaines et je vais à Nogent-sur-Marne, il se reconnaîtra, commissaire. Donc il était commissaire-priseur. Et il avait une petite étude à côté de la gare du RER. Et moi, j'arrive pour vendre mes voitures et lui donner avec ce qu'on appelle, tu peux aller demain voir un commissaire-priseur, tu dis, voilà, ça c'est le prix que je désire, est-ce que vous pouvez me la mettre aux enchères? Il faut bien entendu que le prix soit bien. Et donc je rentre chez lui et il me dit, bonjour jeune homme, machin, etc. Je dis, écoutez, je voudrais vendre mes voitures. Il me dit, oui, et je voudrais en avoir plusieurs. Alors, je fais ça pendant 5 mois. Je lui amène tous les samedis, il vend mes voitures. Donc on sympathise. Et je lui dis, maître Berlinguy, comment je peux faire pour vous amener 300 voitures? Il me dit, comment? Il me dit, jeune homme, j'ai la place pour 10 voitures. Qu'est-ce que vous me parlez de 300 voitures? Et je lui dis, on pourrait pas prendre une salle et puis je finance la salle et voilà. Et j'aimerais être votre clerc de commissaire. Il me dit, clerc de commissaire-priseur, il va falloir que vous repreniez les études. Moi, je veux bien. Mais il me dit, pour trouver 300 places de voitures ici, je peux vous assurer, jeune homme, que vous n'êtes pas prêt d'y arriver. Si vous êtes ça, je vous prends avec moi. Ok. Il se passe du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Et puis un jour, j'ai rendez-vous avec une copine qui s'appelle Sophie. Et à l'époque, je m'étais refait une santé. J'achetais, je vendais des voitures, j'allais aux enchères. J'étais remonté, je payais l'huissier, on était devenus potes. Voilà, tout se passait bien. J'ai même acheté une Porsche Turbo, une 930 Ça se boîte 4. faisait beaucoup dans ces années-là, aller acheter en Europe de l'Est. Évidemment, Allemagne, cher, partout. revendre. Parce qu'il y avait. Beaucoup de gens qui le faisaient, et on passait la frontière et c'était pas simple, c'était pas comme ça, mais tout était clean. Moi, je faisais pas de problème, je payais les taxes, je payais tout. Et donc, j'arrivais chez mon commissaire-priseur. Et puis, un soir, j'attends cette nana, et puis, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a fou? J'appelle ses parents, rien. Je vois le parking du RER, qui existe toujours, Nogent-sur-Marne. Je dis, mais c'est quoi? Il y a 5 étages là. Et puis je vois un grand black en bas. Je lui dis, excusez-moi monsieur, les étages en haut, je vois que c'est pas loin. Il me dit, vous êtes qui? Je dis, non, mais attendez, je travaille pour le clerc du commissaire-priseur. Ah bon, d'accord, ok. Je dis, voilà, vous savez à qui c'est? Il me dit, non, je peux pas dire mon patron. Je lui donne un billet. Il me dit, ici, là, le vendredi, samedi, dimanche, les 3 étages, de toute façon, c'est jamais. Au mieux, on est à 2 étages. Et là,
déclic. Tu vois, on parle de trucs de magot. Non, c'est un déclic. Le déclic, il est devant moi. Putain, je peux devenir clerc du commissaire. Qu'est-ce que je fais ? Je fais le rendez-vous avec le propriétaire du parking. Je mens éhontément, je suis clerc du commissaire-priseur, mais on va monter une société. Et elle s'appelle AMF, non pas Association de malfaiteurs. Alezra, Milojevic, parce qu'il s'appelait Zoran, et moi Fernandez. On monte ça. Pourquoi ? Parce qu'Alezra, c'était un type qui avait beaucoup d'immobilier, qui était au Rincy, qui avait beaucoup d'argent. J'ai décidé d'aller voir, bien entendu, le mardi, mercredi, avec un bail avec le commissaire-priseur. Alors, il avait la banane, il m'a dit OK. Et on a commencé. 3 mois plus tard, j'ai vendu tout ce que j'avais et j'ai été voir tous les concessionnaires à Luxembourg qui avaient des diesels. Et je leur dis, voilà, 5%, vous me donnez votre voiture, vous gardez les papiers, elle va chez une vente judiciaire et je vous vends tout. Si je me suis loupé, vous gardez les 5%. J'ai eu les coronesses de faire ça. J'ai vendu ma Porsche, j'ai tout vendu. Le jeudi, je passais des annonces dans le Figaro, dans l'Argus, dans machin, rien. Le vendredi à 14h, il y avait la queue en bas. Il y avait la queue pour aller voir les voitures. On a adjugé plus de 280 voitures, quelque chose comme ça, 285 voitures, je ne me rappelle pas. 10,90, c'était des frais. Je reprenais 3%. En 3 ans, je suis devenu nanti. Et puis un jour, il y a un juif qui arrive. Alors, j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre personne. Comme je dis, moi, je respecte toutes les religions. Et il s'appelait Moshe. Et il vient me voir, il me dit, dis donc, monsieur Fernandez, vous avez une belle affaire. Vous ne seriez pas vendeur ? Je dis non. Tu vois toutes les salles des ventes. Et puis il me dit, vous avez ouvert une autre à Brie-Contrebert ? Je dis oui, à Brie-Contrebert, j'en ai ouvert une autre. Il me dit, je suis preneur. Je vois Alezra. Alezra me dit, ouais, vends. Je dis, on vend. Mon pote Zoran, il me dit, ouais, viens, on vend. Donc j'ai vendu. J'ai pris un paquet. Et là, j'ai décidé de me la faire relax. Et puis, À quel âge à ce moment-là ? Je dois avoir 26 ans, 27 ans. On est dans les années 94, 95. Ok. D'accord ? Donc là, à ce moment-là, tout va bien. Mais je fais un chèque. Voilà. Du gros argent à l'époque. Voilà. Et donc, mon pote Zoran décide de finir chef d'atelier, parce que lui, il était mécanique, il se reconnaîtra, il fait toujours de la mécanique, c'est un mec exceptionnel. Il rentre chez Alezra, notre associé, pour être tout simplement une compagnie d'hélico. Et là, je vais pour passer mon diplôme sur Robinson, sur les écureuils, parce que je suis curieux, puis que ça me donne envie. Et puis, je me rapporte plus de mon pote. Et puis, finalement, c'est pas un truc qui me donne tout de suite envie. C'est quoi ? Tu vises plus gros ? Ouais, tu veux je veux beaucoup d'argent. Je me dis, j'avais une affaire qui tourne, j'ai peut-être fait une connerie. Pourquoi tu n'avais pas de limite ? Pourquoi tu voulais toujours plus d'argent ? Parce que depuis que je suis môme, je suis désolé, j'ai grandi dans une cité. J'ai grandi dans le 93. J'ai grandi dans la 1 et j'avais les fils à papa, mais qui arrivaient et qui avaient une super auto, des super nanas, etc. Pourquoi eux, ils avaient et pourquoi moi, j'aurais pas eu ? Et donc, c'est ça qui t'a donné la rage du toujours plus. De Finalement. toujours, évidemment. Donc là, Mon père me disait, je suis une merde. Je remercie mon père pour 2 choses. Pour m'avoir foutu dehors, pour m'avoir considéré comme une merde, et je remercie tous les fils à papa de m'avoir fait bander, en parlant crûment. Aujourd'hui, je suis là, je te raconte pas du cinéma, tout est prouvable, tu peux regarder, tu peux aller même dans les trucs, tu regardes AMF, c'était dans les trucs, tu pourras regarder Euromarine, tu pourras tout regarder. Ces noms-là, tu vas au registre du commerce, tu les trouves. De toute façon, t'as vu, t'as fait ton enquête, donc on va pas se raconter des conneries. Je suis pas là pour te raconter des conneries. Les gens peuvent se dire, c'est quoi cette vie de fou ? Non, vous avez tous la possibilité, il suffit de voir grand. Moi, je suis toujours dans la quête de vouloir réussir. Et c'est ça qui te fait changer de business à chaque fois, ouais. Même après un gros coup. Donc là, avec les copains de l'AMF, vous encaissez un gros chèque, mais tu veux quand même faire autre chose. Tu veux que je te dise, je crame tout. Je crame tout avec les femmes. Aussi ? Non, là c'est pire. C'est pire, c'est-à-dire je fais les Maldives, je fais... nom, hein, mais... Bon, de toute façon, tout le monde le sait, je crois que c'est un peu passé un peu partout, bling bling. Je traîne avec un peu des showbiz, avec des nanas, avec des trucs. Bon, j'explose mon oseille. Et je vis grand train. Deauville, le Sud, le machin, etc. Pendant pratiquement 2 ans, je dépense tout ce que j'ai. Et je dépense vraiment tout, j'ai plus rien, je suis raide. Et me voilà arrivé avec une voiture, et je finis à Montfermeil chez un type que j'aimais bien au demeurant, mais maintenant qu'il est devenu un petit peu stupide. Mais enfin bon, ça s'appelait Coco. C'est retour au quartier. Là, Coco, le roi de l'auto, ça s'invente pas à Montfermeil, Parc Auto. Et j'arrive avec ma dernière voiture que j'avais, c'était une Golf, et je lui échange contre une Twingo avec un jet ski derrière. Et il me donne de l'argent entre les deux. Je dis, qu'est-ce que je vais foutre avec un jet ski ? Ça venait de sortir à l'époque, c'était un peu les trucs d'ailleurs. Donc je redescends à Nogent-sur-Marne et je regarde tous les marchands. Et je tombe sur un jeune mec qui s'appelle Gilles, se reconnaîtra, et son père aussi. Ils avaient un bateau école. Et puis à Nogent, ils avaient un bateau, ils importaient la marque Régal des États-Unis. Après à discuter, on a sympathisé, je le vois arriver en Mitsubishi, etc. Et on échange un bateau de reprise qu'il avait. C'est-à-dire, je me retrouve sans voiture avec un Beneteau Flyer 8. Et donc, j'appelle un copain et je lui dis, écoute, j'ai besoin d'un peu de sous, on va refaire un Flyer, il y a ça à gagner. Il me dit, mais tu connais rien en bateau. Je dis, non, mais bon, j'ai sympathisé. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Je prends ce bateau et je lui redonne mon Flyer 8. Et lui, le vend dans le sud de la France et je fais de l'oseille. Je dis, tiens, il y a de l'oseille dans le bateau. Je remonte à Paris, je vois Gilles et je lui dis, mais pourquoi tu mets pas un showroom pour vendre tes bateaux ? Oh, on n'a pas les moyens. Avec ce que j'avais,
Qu'est-ce que je fais ? Je vois à Champigny, il y avait une agence de location qui s'appelait Avis. Je loue là et on fait un showroom. Et à partir de là, je fais le premier salon du bateau. Vous pouvez tous vous en rappeler. Et c'est la première fois que je suis sur le salon nautique. Alors, je savais ce que c'était un peu bâbord-tribord. Et je fais un record de 14 bateaux vendus sur le salon. Donc là, t'es reparti. Là, ça y est. Attends. Je vais te raconter ce qu'il y a de plus beau et là, tu vas voir. Dis-moi tout. C'est là où, effectivement, j'ai commencé peut-être à faire le con. Je vois donc l'importateur égalonner avec Gilles, etc. Et j'ai mon vieux copain, David, qui est un vieux copain que j'ai pas eu toutes ces années. Donc maintenant, je lui fais un coucou. Il habitait à Tismons. Et je lui dis, t'as toujours la Lamborghini de ton client ? Il me dit, ouais, j'ai la Lamborghini. Une Diablo blanche. Je lui dis, j'ai besoin de faire le salon nautique, j'ai besoin de la voiture. Il me dit, putain, tu fais chier. Je dis, s'il te plaît. Il me dit, t'en as pour combien de temps ? J'ai eu 20 minutes. Et je tombe sur un Américain et une Américaine. Et donc, j'explique au salon, je dis, voilà, je suis l'associé de Monsieur Gilles. Ma tante a vendu son groupe à Genève. Je vais prendre l'importation pour la France. Monsieur Fernandez, c'est 10 bateaux. Oui, il n'y a pas de problème. Je sors mon carnet de chèques. Je vous demanderai juste avant d'encaisser, d'attendre, puisque je vais avoir ma partie d'héritage, puisqu'elle veut faire ça avant qu'elle décède de son vivant. Et donc, voilà. Et Gilles, il me dit, putain, t'aurais pu me prévenir. Je dis, je t'ai pas prévenu. Et je dis, il me dit, mais j'ai entendu un bruit. C'est à vous le bolide qui est dehors ? Son assistant arrive. Je dis, oui, c'est une Lamborghini Diablo. Ah, il me dit, elle est superbe en blanche. Et le mec, il me dit, je peux regarder ? Je dis, mais venez. Hop, je sors. Je l'emmène dans la voiture, je fais le tour du périph', travers, machin, etc. Je ramène la voiture. Le mec, il me dit, écoutez, ok. Il signe l'importation. J'avais pas une thune. Chèque, sans provision. Donc, on parle de 10 bateaux. C'est comme si tu me disais aujourd'hui, j'en mets pour 1 million d'euros. Hein. Et là, Gilles, et moi, je tremblais. Je dis, putain, dans quelle merde je me suis mis ? J'ai intérêt à les vendre, les bateaux. Et j'ai fait le salon. Et là, c'est là où j'ai appris à Gilles à vendre. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et que moi, je leur disais, bonjour, messieurs, dames, vous êtes venus acheter un bateau sur le salon nautique ? Non. Ah ben, je vous en prie, allez visiter. Oui, on est acheteur. Je vous en prie, mettez votre veste ici. J'avais mis des placards avec des cadenas. J'ai dit, regardez, vous avez les clés. Ça, vous êtes bien. Je savais que s'ils allaient boire ailleurs, ils allaient revenir pour aller chercher leurs affaires. Et je les tenais comme ça. C'est là que tu fais la différence avec les vendeurs. Vous êtes venus sur le salon et tu les bloques pour revenir. Il faut rentrer, il faut comprendre une chose. Quand tu as un client, les 15-20 cm sont primordiales pendant les 3 premières minutes. Si tu sais capter leur intention, tu vas y arriver. Sinon, t'es mort. Tu peux enjoliver, mais tu dois dire la vérité. Donc c'est important. Ça, là, je viens de comprendre un truc. C'est ma force. Fait, Laurent Fernandez, ton but, c'est de nous vendre une formation pour devenir un super commercial. Alors, je viens de comprendre. Non, alors je vais t'expliquer. Ça, je ferai pas. Je t'ai déjà dit que je ferai pas de carambouille. Vous m'attendez tous au tournant. Tu sais, je suis sur les réseaux sociaux. Si je faisais de la merde fiscalement, j'en prendrais plein la gueule. Je suis la tête du clou qui dépasse. Si je payais pas mes impôts, si je payais pas ma TVA, si je faisais des trucs de travers et si j'allais voir des clients français pour leur proposer d'éluder en disant venez dans ma fiducie à Bratislava, c'est la prison. Plus jamais de ma vie, je veux me retrouver devant un juge. J'ai toujours dit, ce qui est le plus dangereux, c'est les femmes et le fisc. Donc c'est pas maintenant. Tu vends les bateaux, tu fais beaucoup d'argent. Je vends les bateaux, je transpire, je récupère mon chèque et on fait. Je m'associe avec Gilles et son père. Sauf qu'il m'a pas dit, c'est que cet enfoiré doit de l'argent à l'URSSAF, à la TVA, etc. C'est pour ça que je me sépare de lui, parce qu'il se casse la gueule. Et quand je descends dans le sud à Fréjus et je vais vendre des Fiat et je fais le salon et j'apprends le bateau. Et puis un jour, on descend à Perpignan. Pourquoi à Perpignan ? Parce que mon grand-père, qui avait fui les fachos, s'était installé comme tonnelier et il s'était mis là-bas. Puis je me suis dit, c'est pas cher, c'est la Côte d'Azur. Et puis il y avait surtout que je pouvais distribuer avec cette marque-là que dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'était le seul coin où il n'y avait pas la marque Fiat. Donc je me suis installé là-bas, à Saint-Cyprien. C'est là que ma vie a tourné. J'arrive à Perpignan, pays catalan, pays de mes origines, catalanes, puisque de mon père. Et là, je m'aperçois qu'il y a une qualité de vie de fou. Et puis j'ouvre une petite agence avec un tapis rouge comme j'avais fait sur un peu de Cannes, tu vois. Et je l'avais appelé Catalunya Marine. Et puis j'ai eu le modèle d'exposition de Fiat. J'avais un peu d'argent, j'étais pas extraordinaire, mais j'avais pris pas mal d'oseille quand même avec Gilles. Et donc, j'ai décidé de me lancer tout seul dans le nautisme. Alors, du coup, j'ai passé mon permis côtier, couturier, et j'ai ramené le bateau. Et puis, je suis passionné de bateaux. Alors, j'ai commencé à acheter des vieux bateaux chez les concessionnaires, puis j'ai commencé à faire du refit. C'est-à-dire que je faisais de la déco, je changeais les trucs, les couleurs, les machins. Ça m'a vachement appris. Puis un jour, il y a un mec qui arrive et qui me sort avec une super nana qui arrive et qui me dit je suis Andorran, principauté d'Andorre.
me suis dit, il y a de l'oseille. Et il me dit, voilà, j'aimerais le... Et puis il a du mal, il me tord, il me dit, mais j'ai une fiducie. Et là, je me reviens à Luxembourg. Je dis, t'as une fiducie? Ok. Quel prix? Je dis, ok. Je dis, tu peux m'expliquer la fiscalité en Andorre? Est-ce que tu as déjà une idée derrière la tête à ce moment-là? D'entrée de jeu. C'est honnête. Tu vois quelqu'un arriver en plaque monégasque. Il a de l'oseille. Pourquoi je vais où il y a les riches? Les riches, c'est là où tu as de l'argent. Le riche ne pue pas forcément. Toi, pour toi, c'était une méthode de gravir les échelons. Mais moi, ils me font bander, ces gens-là. rapprocher des Quand gens tu as qui- des gens qui font de l'argent, Bien moi, sûr. je crache pas dessus, je leur mets pas un coup de clé sur la voiture. Je me dis, putain, pourquoi j'ai été aussi con? Et pourquoi il est moins con? C'est une Pourquoi il rage fait plus saine, d'argent? quoi, entre guillemets. Ouais, moi, je suis pas envieux, mais ça me fait bander. Et par contre, tu te dis... Pourquoi j'y pas moi? arriverai, pourquoi pas moi? Depuis le Coûte- départ. Coûte que coûte. Oui, coûte que coûte. Ok. Ça a été Donc, mon problème. À ce moment-là, tu n'avais pas de limite. Non, j'étais jeune. J'étais dingue. J'avais les crocs par terre. J'avais 28 ans. À 28 ans, je voulais que le monde soit à moi. Et le monde est arrivé à moi. J'ai touché les étoiles en peu de temps. Alors, je vous explique comment ça se passe. On est là et il me vend une société andorrane parce qu'il m'explique qu'il n'y a pas de TVA, il n'y a pas ça. Ça s'appelle Tot Pintat, toute peinture. Je l'appelle Autobotlise. Je vais dire pourquoi. Parce que la particularité de l'Andorre, c'est qu'il n'y a pas de port. Tu le sais bien, il n'y a pas de mer, mais on ne paye pas de TVA. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite valise de représentant à la con. Ils ne m'ont pas vu arriver. Et j'ai dit, je suis importateur, donc, pour l'Andorre, pour des yachts. Tout le monde a rigolé au salon de Cannes. Ils se sont dit, bon, s'il en vend un, ça sera déjà bien. Ouais. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'il n'y en avait pas un seul qui avait pensé à importer des bateaux là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un garage et j'ai refoutu un bateau. Un 27 pieds, rien d'extraordinaire. Et j'ai mis un 32 d'exposition. Et là, j'ai eu les coronesses à l'époque. Je me suis mis résident andorran, j'ai mis Autobotlise, achetez votre bateau en toute confidentialité, cash, j'avais écrit numéraire possible. Et ça, là on est Je suis passé dans une Top douille. Scar, je suis passé dans... Ça, c'est une douille. C'est Ou- pas une douille, Là, c'est tu pas payes une pas de douille. TVA. Alors qu'est-ce qui se passe là? Les marchands de bateaux, ils vont péter les plombs aujourd'hui, parce que c'est une révélation que peu le savent. Lorsqu'on gagne des bateaux, on a 30% de remise. 30% sur un bateau. Et on a encore 25% sur les options. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y avait pas de TVA. Donc vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en vérité, je leur ai fait 30 points de remise. Mais en vérité, c'était pas ça, puisque j'avais pas de TVA. Donc je leur ai fait 10 points de remise et ils me gardaient 20. Et je leur disais, sur les options, je vous fais, écoutez-moi bien, 25%. En vérité, j'avais toujours 20%, j'aurais fait que 5%. On est d'accord? Et à partir de là, je te disais, toi, dans 3 ans, quand tu reviens, je te reprends le même prix de ton bateau. Oh, tu marches. Donc en fait, ton En geste, vérité, c'est la que tu jouais décode avec de les le taxes. montant de la TVA, évidemment. Et là, ils ne l'ont pas vu arriver. Ils ont tous pleuré parce qu'ils ont signé des contrats. Et pendant 4 ans, je leur ai fait la misère du monde. C'est-à-dire, j'ai vendu partout des bateaux. Les acheteurs, ils n'étaient pas lésés finalement. Ah non, personne n'a été lésé. Non. Et à aucun moment, ça a été lésé. Et c'est là que je suis devenu riche. C'est là où c'est parti. Parce que je connaissais que des gens riches, que de la clientèle. Et là, j'ai commencé. Vente de bateaux, Riche, vente de de voitures. manière à te satisfaire. Légal. Ou toujours pas. Non, pas encore. Là, j'achète mon hélico, j'achète à l'époque c'était un Mangusta, j'ai eu des Sunseeker, j'ai eu des Predator, j'achète une maison à Emporia Brava, la plus grande marina privée, à 60 bornes de Perpignan. Et là, t'en veux quand même encore plus. Je Coûte que coûte. dis oui, parce que j'ai pas fait de course auto. Donc là, je me mets à faire de la course auto. Là, je me fais des Ferrari Cup, je me fais toute la totale. Je crame un oseille plus possible. Et je me fais une maison avec mon ex-femme. Je commence à vouloir faire une maison de 650 mètres carrés habitable. C'est parti, je gagne un fric dingue. On m'appelle de n'importe où avec des sacs poubelles, on m'amène de l'oseille. C'est le temps de la France encore avec du cash. Ils arrivaient en Andorre, ils me payaient par sac poubelle, j'allais à la banque, vas-y, je rentrais, je prenais tout l'oseille. Comment ça s'est arrêté? Parce que là, ça avait l'air de bien Ça marcher. ne s'arrête c'était pas. légal. Ça ne s'arrête pas. Tout était légal dans la mesure où les gens disaient ça vient pas de la drogue, ça vient pas de ceci, ça vient pas de ça. Donc tout était bon. Et là, j'ai un ami de la famille. Il me dit, il vient me voir avec mon père. Il me dit, oh, c'est bien, t'as bien réussi, mon fils. Bon, c'est pas mal, mais enfin bon. C'est pas avec ça que tu seras riche. Je dis, attends, papa, dis-moi. J'ai une propriété, j'ai un yacht, j'ai une maison de ça, j'ai ci. Ouais, mais c'est pas comme ça que tu seras riche. Mais il m'a dit, c'est bien, tu bosses beaucoup d'heures, je crois 10 heures, 12 heures, que tu bosses du lundi au dimanche, tu vois ta fille, tu vois ta femme. Je dis, ouais, ça va. Il m'a mis un coup au moral. Mais bon, il repart, je dis, donc tu t'es installé dans le coin? Il me dit, oh, ouais, j'ai acheté une propriété, machin, etc. Et la personne de la famille à côté de moi me dit, oh, c'est pas mal, écoute pas, mais c'est vrai que bon, t'es pas riche avec ça. Et lui, je le revois, je lui dis, mais attends, dis-moi, comment ça, je suis pas riche avec ça? Ben, il me dit, non. Je dis, mais comment il a fait, mon père, pour avoir autant de fric? Il me dit, ton père, il a fait des affaires.
Je dis, qu'est-ce qu'il faisait des affaires? Et il me dit, ton père, il a fait du fric dans le 93, il était juge assesseur et il faisait des affaires avec des mandataires judiciaires. Alors, il m'a dit, aujourd'hui, ça se fait plus, mais à l'époque, ça se faisait. On allait déjeuner, on allait voir avec son avocat et on récupérait des affaires. En vérité, ça se fait toujours dans certains milieux. C'est quoi? Qu'est-ce qui se fait? Alors, qu'est-ce qui se fait? C'est très simple. Concrètement. Concrètement, Pas. Tu te casses la gueule, tu vas au tribunal, le juge Zachary arrive, coup de marteau, monsieur, vous avez mis le doigt dans le pot de confiture, vous nous devez tant en URSSAF, en nouveau de TVA, allez, on vous vend, ça va aux enchères. Avant d'arriver aux enchères, ça va chez un mandataire judiciaire. Il appelle le procureur, Lui, il récupère tous les biens. Il récupère les biens, il saisit les maisons, les voitures, il saisit tout. Okay. Et il dit, on va voir si monsieur Zachary n'a pas volé. Okay. D'accord? S'il n'a pas volé, on vend ce qu'il doit aux enchères. S'il a volé, on lui saisit tout et on vend. Je rencontre un dénommé liquidateur qui s'appelle Franck, un jeune mandataire brillant qui est arrivé dans le secteur. Et puis donc la personne qui était accolée à mon père me présente ce mandataire. Et là me dit, écoutez, il me voit, et c'est un mec, il est un peu plus jeune que moi, mais ça match. Et il me dit, mais vous avez quoi? Vous avez un garage aussi de voitures de prestige? Je dis, oui, j'ai des yachts, des voitures de prestige et tout. Et donc c'est comme un môme. Pas un mot, mais c'est un mec qui a fait des études, qui est sorti, qui a un cursus qui est là indépendant et qui a jamais goûté à ça. Donc je l'emmène en Ferrari, on fait les trucs, mais on sympathise vraiment. Et il veut faire de la course. Alors à cette époque-là, je faisais même de la course sur terre. Et donc je l'emmène à passer un week-end. Et là, il est accro. Et il me dit, mon rêve, c'est d'essayer une Ferrari. Vas-y, prends. À ce moment-là, tu le considères comment? Comme un ami? Un pote. T'as pas déjà une idée derrière la tête? Évidemment. Ah oui, toujours. Moi, je suis franc. Je suis pas là, quoi. C'est pas mon ami, c'est pas mon frère. T'as toujours en dans tête le business, t'as envie d'un frère? Non, mais attends. Dans le business, t'as envie d'un frère, un ami, achète-toi un chien. T'es pas là pour ça. C'est deux personnes qui viennent pour faire quoi? C'est comme une femme plus jeune qui va te dire, je t'aime. Elle t'aime pourquoi? Parce que tu lui amènes la sécurité, parce que tu lui amènes la qualité de vie, parce que c'est comme ça. Il faut avoir les pieds sur terre. Moi, j'ai toujours eu les pieds sur terre, je sais où je vais. Il y a un moment où j'ai perdu les pédales, dans ma vie personnelle. Bon, enfin bref, pour revenir à cette histoire, il me présente ce mandataire judiciaire. Et là, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture. Voilà, ce qui était légal devient illégal. Parce que quand on est jeune, qu'on a les crocs par terre et qu'on a 29 ans et qu'on voit, qu'on se dit que le monde va être à soi, c'est là où je leur dis, à tous ceux qui regardent, ne faites pas les mêmes conneries que moi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zacharia, je te le dis, j'ai fait les travaux dans sa maison. Et en échange de quoi, il a commencé à me donner un premier bateau, puis un deuxième. Puis après, c'était un appartement. Qui venait de saisie. Qui venait avant les saisies. C'est-à-dire qu'il arrivait tous les mercredis, j'appelais ça le régal des enfants, il me sortait des liquidations judiciaires. On a sorti à peu près, je crois, une centaine de liquidations judiciaires. J'ai dû vendre et acheter plus de 259 appartements. Là, à ce moment-là, tu es conscient. J'ai le doigt dans le pot de confiance. Non, parce que tu es conscient sans l'être. Enfin, je pense que je ne suis pas là pour me justifier en disant « Ah ouais, t'as pas fait ». Je savais que c'était pas légal, on va pas se mentir, mais j'ai mis le doigt dans le pot de confiture et j'ai dit, je suis pas trafiquant de cam, j'ai pas volé de gens, j'ai pas escroqué personne, je donne du black. Ouais. Le fait de pas faire du mal à des gens, voilà. C'est ça qui te faisait penser. Non mais attention, dis-moi, on est là, je parle à tous ceux qui vont me regarder. Vous êtes plombier, vous êtes électricien, vous êtes peintre, vous êtes menuisier. Excusez-moi, vous pouvez être même fonctionnaire de certaines choses que je dirais pas, qui n'avaient pas des copains, même des copains flics, des copains gendarmes qui travaillaient au black, qui faisaient un peu de trucs, un peu de peinture, un peu de machin. Tous, celui qui te dit aujourd'hui, Zacharia, qu'il ne ment pas, c'est un menteur. Tout le monde ment. Oui, après, il y a tout le monde ment. Entre mettre un petit coup de peinture au black et prendre 200 balles. Je sais. Et refourguer des bateaux saisis. Ouais, mais c'est le même principe. C'est toi qui te mets des limites dans ta tête. T'as mis le doigt dans le pot de confiture. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, tu as un juge d'instruction, il vient, que ce soit un abus de bien social à 100 000 ou pour 10 millions, il n'y a pas de différence. Tu as mis le doigt dans le pot de confiture. Et moi, j'ai pas mis le doigt, j'ai mis le coude. C'était ça le problème. Alors là, j'ai vu grand. Jet de location, yacht, machin. Là, tu palpais combien, là? On était déjà en euros, je pense. Ouais. En euros, voilà. Tu gagnais combien? T'avais même pas 30 millions. C'est des millions d'euros qu'on a pris. Et effectivement, j'étais très très bon. Pourquoi? Parce que tous mes clients qui m'achetaient des yachts me faisaient confiance. Bon, ma question justement par rapport à ça, c'est comment, à presque 30 piges, t'étais marié, t'avais un enfant,
ton affaire en Andorre avait l'air de bien fonctionner, carte. t'avais déjà goûté à l'argent, t'avais tout. Oui, mais non, mon rêve, c'était d'avoir un jet privé, qu'on me dise Monsieur Quitte Fernandez. à 30 piges à tout gâcher finalement. Mais c'est en pas quelque gâché, sorte. tu penses pas que ça va gâcher. Oui, à ce Tu moment-là, peux pas tu penses pas, t'imaginer évidemment. qu'à tout moment, ça va merder. Tu te dis, Oui, toi, t'es dans mon ton père a truc, fait et ça puis- pendant des années, son pote aussi, qui n'a pas fait ça. On est dans les années 70. Bon, là, on est dans les années récentes. On est en 2026. Je vous parle de cette affaire qui m'a pourri 20 ans de ma vie. Elle est de 98. On s'est fait arrêter en 2004. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est passé pour une histoire d'ego. On est en fin 2003. Franck me propose une villa à Saint-Tropez. C'était mon rêve. Donc, je voulais une villa à Saint-Tropez. C'est toujours un bien saisi du coup. Oui, évidemment. Ah oui, C'était ok, une on est liquidation toujours dans la judiciaire. combine. D'accord. Et Jim, son copain, oui, c'est les combines. Ok. Les combines, faut pas mentir. Je peux te dire ok. bien des conneries. Aujourd'hui, vous m'attendez tous au tournant. Tu peux mettre la machine, on va la mettre. J'ai aucun problème à te dire la vérité. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, justement, Jim est un de ses copains. Il est... je ne veux pas dire son activité, parce que peut-être il existe. Bref, j'ai cette liquidation à Saint-Tropez. Et à la sortie de Saint-Tropez, vers le plan de la Tour, il y a encore un immeuble. Et donc, il me dit, il y a dans cette même liquidation un centre commercial à Grenoble. Là, c'est beaucoup d'argent. Donc, je fais le tour des banques. On parle d'une grosse somme. On parle en millions d'euros. Et il lui faut 1 500 000 euros en espèces. Vous avez bien entendu, 1 500 000 euros en espèces. Ça ne se trouve pas tous les 4 matins. Donc, je monte en Andorre, je fais les banques en Andorre, j'avais les banques en Suisse, j'avais des banques un peu à droite à gauche, je retire 100, 200, etc. Mais j'en ai pas assez. Je fais appel à des gens sur une île, dont je tairai le nom, où on prête l'argent. Je paye Franck. Franck me dit pas de problème. 1 mois et demi plus tard, on reçoit, mais on ne reçoit pas l'ordonnance judiciaire. Je suis comme un dingue. Concrètement, ça veut dire quoi ? J'ai emprunté 1 million en espèces à des gens, j'ai donné 500 000 euros. J'ai mis de l'argent pour être possesseur, bien entendu, de cette liquidation. Et l'ordonnance du juge est donnée à quelqu'un d'autre. D'accord. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Donc, je vais le voir au bureau. Il me dit, oui, on a eu un problème, etc. Je dis, oh, je t'ai donné 1 500 000 euros. J'étais un malade. Je dis, il est où l'oseille ? Et là, il me dit, écoute, non, mais on va trouver des solutions. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, il avoue qu'il a acheté un autre bien et qu'il n'a pas donné assez d'oseille à son copain, qui était dans la même magouille que lui. Le ton monte, bon, ça va, je calme. Je dis, écoute, dans combien de temps tu vas me rembourser sous une autre affaire ? 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gens qui m'ont passé l'argent me disent, oh, Fernandez, une barre. Pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'autres coûts. 10%. Non, Là, il y a c'est des en petits stand-by. trucs, il y a des petits trucs, Ok. mais pas assez pour générer. Et puis, un jour, j'arrive pour le voir, il n'est jamais au téléphone, je décide d'aller à l'étude. Et à l'étude, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, machin, etc. Je dis, il faut que je te voie. Je dis, Franck, ça va pas. Et là, contre toute attente, il me dit, ouais, qu'est-ce que t'as, petit con ? Je dis, oh, comment tu me parles ? Mais qu'est-ce que t'as ? Il me dit, mais je t'ai fait devenir riche, t'as qu'à le prendre, fais un financement. Et là, il me parle mal. Il me dit, écoute-moi, de toute façon, vous, les Fernandez, dégage. Et là, le 93 revient, je lui mets un coup de tête. Le truc à jamais faire, officier ministériel. Et là, tu sais que c'est la fin du business. Non, c'est je lui mets le un début coup de des tête, problèmes. je lui rattrape les cheveux, je le gifle, je lui dis maintenant tu vas me donner la Porsche qui est dehors que tu roules avec, le Cayenne il est à moi, le ML il est à moi, le bateau il est à moi, et ce soir je viens, on fait les comptes. C'est une connerie. Parce que j'ai 30 ans, parce que j'ai la fougue et que je deviens dingue. Et que si tu une affaire d'ego, j'aurais dû fermer ma gueule, vendre, et je serais pas là. C'est la vie. Le soir, j'arrive gentiment, je mets un coup de sonnette, ils veulent pas répondre. J'enjambe la truc, et puis finalement, il m'ouvre. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais chez moi ? Je dis, je suis venu, il faut qu'on parle. Il me dit, il y a ma femme, mes enfants. Je dis, non, mets tes enfants en haut. Je dis, on va parler tous les deux, machin, etc. Il me dit, ouais, tu m'as à moitié cassé le nez, machin. Je dis, écoute, Franck, tu me dois. Et cet argent, il n'est pas à moi. Et c'est 10% par mois. Et là, maintenant, ils sont passés à 20%. Je peux C'est pas. la mafia, là. On dirait une histoire de mafia. C'est pas une Je veux histoire pas de... rentrer dans- Oui, je mais veux quand pas tu de vas nom 1 ou million quoi que ce d'euros, soit. je veux pas citer les noms. Oui, mais, voilà, d'accord. j'ai la pression. Ouais, donc là, tu as beaucoup de pression. J'ai une pression donc, tu énorme. lui mets la pression aussi. Puis, Voilà. est-ce que là, tu sens que le vent, il tourne ? Est-ce que tu te dis, c'est Pas bientôt tout de la suite. fin des haricots ? Pas tout de suite. Je m'en fous, à vrai dire, que ça s'arrête. Finalement, je rentre, il y a sa femme. Je dis, écoutez, madame, j'ai rien contre votre mari. Oui, il me dit, je sais, tu lui fais la pression, tu lui fais du chantage. Je dis, je fais aucun chantage, je veux récupérer mon argent. C'est tout ce que je veux. Donnez-moi une solution pour rembourser ces gens. Et finalement, il me dit, bon, bah écoute, on va voir, on fait ça la semaine prochaine. Il appelle son meilleur ami, qui est
le patron de la brigade financière et le substitut du procureur. Et puis, ils pensent qu'ils sont avec lui. Et puis, ce qui arrive, le 2 jours après, la brigade financière finit chez lui. Ils partent avec des bracelets, ils tombent sur un petit carnet. Et là, tout ce qu'ils faisaient avec Fernandez, tout ce qu'ils faisaient avec M. Dupont, tout ce qu'ils faisaient, etc. Donc, il n'y a pas que moi. C'est pour ça que je n'ai pas eu cette liquidation. Et là, on se retrouve en garde à vue, plusieurs dans arrêté. Donc, et puis lui, il là, avec d'autres personnes. là, et ils ainsi de suite, saisissent. et puis... Ils saisissent mes boutiques. Alors, mes boutiques de bateaux, de yachts, aussi bien en Espagne. Ils me bloquent mes garages. Ils me bloquent tout. Ça me fout une merde, mais totale. Avec des clients qui attendaient leur voiture, les trucs. Tout est saisi. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais en prison. Le choc. Alors, je ne vais pas citer le nom. T'as fait de combien tout de ça. temps en prison? 3 mois et demi. 3 mois, c'est pas beaucoup. C'est un mandat de Par dépôt, rapport 3 mois et demi. c'est un mandat de dépôt. Non mais attends, on n'a été personne, oui. je suis primaire, j'ai jamais fait de prison de ma vie, j'ai jamais fait de... Ouais, t'avais un casier judiciaire Vierge, j'ai jamais eu de problème. Rien. Les gens qui étaient avec moi non plus. Est-ce que là, tu te dis pas, c'est pas à ce moment-là que tu te dis, Écoute-moi, j'ai merdé, c'est vrai. ça a été l'enfer. Je sors au bout de 3 mois et demi, on me dit, vous n'avez pas le droit d'être dans le département. Et là, c'est un choc. Il y en a qui vont traiter peut-être de poules mouillées, de peureux, de ce... Les 3 mois et demi, pratiquement 4 mois, c'était pratiquement 4 mois, à 3-4 jours près, il y en a, ça leur fait rien. Moi, ça m'a traumatisé à vie. Ça m'a choqué. Je suis un homme de liberté, il fallait que je bouge, je suis toujours à droite, à gauche, etc. Ça a été l'enfer sur Terre. Et je suis sorti avec un avocat qui s'appelait Maître, qui se reconnaîtra, et on l'appelait l'équivalent de Elliot Ness, parce que c'était un mec droit. Et il m'a dit, je suis désolé pour vous. Alors, j'ai dit, mais je suis sorti. Il me dit, oui, mais on n'a pas fini. Monsieur Fernandez, on n'a pas fini. Je dis, ah bon? Il m'a dit, ça a pris des tendances politiques, des choses importantes. Vous avez des élus, vous avez beaucoup de choses. Il m'a dit, ça risque de faire mal. Je dis, comment ça? Alors, il me dit, entre 3 et 5 ans. J'ai dit, quoi? J'ai tué personne. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a un article qui traîne sur Internet qui date de cette époque. À cette époque où il y a écrit Franck Armoline, toutes les liquidations judiciaires. Pascal Fernandez, condamné à 5 ans et qui a fait 3 ans. Alors, c'est pas ça. C'est 5 ans de mise à l'épreuve et ce n'est pas. Et c'est 3 ans, mais dont 2 ans ferme. Et 2 ans ferme, c'est aménageable. Donc, mais on n'en est pas encore là. Donc, j'ai dit, on va faire appel. On va trouver une solution. Donc, je monte à Paris. Parce que j'ai pas le choix et donc il faut que je trouve un boulot. Donc je me mets à revivoter, à acheter quelques voitures, à essayer de vendre, etc. Là tu te dis par contre je vais faire les choses à droit chemin. Là tu as appris de ton erreur. Évidemment, prison, peur bleue, évidemment, traumatisé. Est-ce que tu te dis, parce qu'on dit souvent que la prison c'est l'école du crime, est-ce que en sortant de prison tu te dis pas, faut que je sois plus malin en fait? Est-ce que tu ne dis pas je vais refaire un coup, mais cette fois je me ferai pas attraper? Non. Est-ce que c'est pas ça ton état d'esprit? Non, pas du tout. Je suis traumatisé, j'ai eu peur. Franchement, pas bien. Et puis avec tout ce qui t'est passé dans les journaux, j'ai honte. Alors je me suis séparé de mon ex-femme. Ma petite fille, je la vois plus. Elle avait 4 ans, 5 ans. C'est l'horreur pour moi totale. Je m'en remets pas. Je déprime, je suis pas bien, je vais pas mentir. Je suis vraiment au bout du rouleau. Je vends des voitures et à ce moment-là, je tombe sur les gens à qui je devais l'argent. Les 20%. Et là, ça part vraiment en sucette. Je finis dans un coffre de voiture. Ça a été signalé par le juge. Et là, on me dit, maintenant, tu n'as pas beaucoup de temps pour nous rembourser. Voilà, Zacharia, comment ça s'est passé. D'une histoire complètement dingue, rentre une autre histoire dingue. Et puis quand on monte les photos de ta fille, de ta mère, et qu'on dit, t'as 1 mois pour trouver des solutions, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai été revoir les autres mandataires judiciaires que je n'avais pas balancés. Et je leur ai dit, il faut m'aider. Et rebolote, ça ne s'arrête pas. Ce que je ne savais pas, c'est que l'enquête continuait toujours. Évidemment. Pour trouver à Paris les autres qui étaient dans le pot de confiture. Entre les deux, paix à son âme, Franck se suicide. C'était le choc parce que 2 enfants, il n'a pas pu s'en remettre avec ce scandale. Et moi, je suis en région parisienne, je me fais mettre dans un coffre de bagnole, on va parler clairement. Donc la seule manière de rembourser, c'est de trouver des solutions. Et vite. C'est-à-dire d'aller voir les mandataires pour refiler des biens. Et puis là, c'est bien beau, mais il faut les financer. Et là, contre toute attente, j'ai appris beaucoup de choses avec toutes ces années, et je tombe sur un banquier
issu d'HSBC, qui m'avait expliqué beaucoup de choses et qui m'explique comment on finance. Je fais faire des financements à ceux à qui je devais de l'argent et je leur dis on finance, on revend, vous reprenez vos intérêts et après j'arrête. Ça, c'est légal ou ça, c'est... C'est illégal, je recommence les d'accord. conneries de tu te mandataire remets judiciaire. dedans. Ah oui, ok. Malheureusement, Ok, mais j'ai pas le d'accord. choix. Ah oui, ok. On Et y tu te va, dis, j'y vais pour on y va de rembourser, ma vie. Et après, j'arrête. Et j'arrête. Ouais. Basta. Le problème, c'est que je lui ai écouté, surveillé. Évidemment. Ça, je le sais. Évidemment. Mais quand t'es jeune, t'es con. Et j'étais con. J'ai remboursé tellement tout le monde vite qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est pour ça que tu me verras dans le Parisien, le beau parleur, 100 millions d'euros. Oui, j'ai levé 100 millions d'euros. On m'appelait le Mozart de la finance. Le problème, c'est que je pensais me sortir de ça. Ça t'a pas permis de rembourser les gens. Ça, mais j'ai remboursé tout le monde. Mais je les ai remboursés D'accord. trop vite. J'étais la cible, j'étais le Mozart. Donc, ça s'arrêtait jamais. C'était de plus en plus de pression, de machin. Alors oui, j'ai habité avenue Victor Hugo, j'étais au Flandin, je dépensais des millions. C'était dans une spirale qui s'arrêterait sans fin. Et puis un jour, j'ai décidé de mettre fin à cette cavale de spirale d'escroquerie. Parce que recel de malversation d'un mandataire judiciaire. On n'est pas dans le trafic de drogue, mais tu achètes des biens immobiliers avant. Quand tu dis t'arrêtes, c'est quoi ? Tu vas te rendre ? Qu'est-ce qui se passe ? Non. J'ai mon avocat qui m'appelle et qui me dit que prochainement, le procès sera là. Et là, contre toute attente, je ne veux pas retourner en prison. Donc, je prends la poudre d'escampette, je m'en vais en Serbie, je fais sur un yacht, j'explique toute mon histoire sur FR3, et je pars. Et là... Je crois que cette interview, elle est disponible. Elle est disponible. Écrit sur Internet. Ouais. Enfin bon, est-ce que je suis venu quand même pour t'expliquer ce que je sais. Évidemment, Je crois qu'aujourd'hui, il y c'est aurait ça. peu de gens qui expliqueraient leur passé. Je le dis, j'ai honte de cela. Je le fais parce que c'est par obligation, parce que tout le monde me fait le beau parleur, ils savent même pas. Donc il faut que vous sachiez. J'ai pris un billet d'avion, Fidji. De la Serbie à Fidji. J'ai fait Fidji, je me suis arrêté par l'Australie, après j'ai fait Fidji, et Fidji, j'ai fini dans une île qui s'appelle Vanuatu, Port Vila. Et là-bas, vous pouvez tous taper sur ChatGPT, tu peux acheter un passeport. Mais il n'y a pas que là, par exemple, demain, tu es Dubaïote, tu veux acheter un passeport européen, tu fais un passeport investissement, et tu en as un à Malte. C'est 500 000 euros. Sauf que là-bas, c'était 50 000 $. Et donc, je me fais adopter par la tribu. Leur nom, c'est Nicolosi. Je me fais appeler Carlo. Ah, ça vient de là, donc le nom. Pas Carlo un faux Nicolosi. Carlo Nicolosi. Au final, c'était ton nom d'adoption. D'adoption la avec un tribu. passeport. D'accord. Alors oui, on en est comme un film parce qu'effectivement, j'ai peur. Et là, tu te dis, c'est bon, je vais prendre cette identité et je vais vivre sur l'île et je vais finir ma vie ici. C'est ça l'état d'esprit ? C'est ça. Tu te dis pas, je vais revenir. Non, Là, ça y est. j'ai peur. J'ai Ok. dit, je vais jamais revenir. Et puis, les mois passent. Ma fille me manque. Tout me manque. Elle a quel âge à cette époque ? 6 ans, 6-7 ans. Donc, j'y arrive pas. J'avais plein le cul des lits, là. J'ai fait le tour, etc. Et là, je décide de trouver des médecins, regarder un peu. Vous allez dire pourquoi ? Parce que mon avocat m'avait dit, il y a 2 possibilités pour effacer lorsqu'on est recherché. C'est ou la fin d'instruction, jugé, ou alors on est décédé. Et donc là, tu as une idée dans la tête. De malade. Et il me dit, je sympathise, je dis, écoutez, bon, il est un peu, il se bourre la gueule, machin, etc. Et je lui propose beaucoup d'argent pour l'époque. Pour disparaître. Il me fait un acte de décès. Du coup, c'est pas Carlos qui est mort, c'est Pascal Fernandez. Pascal Laurent Fernandez est mort. Voilà. Je décide de revenir par un avion en Belgique. J'atterris à Bruxelles. Ah, donc attends, tu te dis, c'est bon, je suis mort, je m'appelle Carlos, donc je peux Carlo revenir Nicolosi. normalement. Donc je D'accord. demande je demande pas une carte de séjour, mais un visa européen. Ok. Et voilà, et je commence et je fais ma vie sous Carlo Nicolosi. Et là, j'achète une compagnie aérienne. Il te reste de l'oseille, du coup. L'argent évidemment, que j'étais Ouais. parti des liquidations. Et donc j'achète une compagnie pour très cher qui fournissait les avions et en vérité elle fournissait de l'alimentaire. Et moi je la transforme en location, je fais une boîte de sous-location de jet et je commence à cartonner. Et tout à fait légalement. Hein. Et Tu puis, te dis pas à ce moment-là, c'est mieux que je reste discret. Pour l'instant, Mais il semble qu'on m'ait oublié. oui, mais Je vais faire des petits trucs dans Non, mon mais coin, discret, je vais je- vendre des jeans. Non, toi, c'est Non. toujours l'extravagance. Les jets, c'était- c'est plus fort que toi. Ouais. C'est comme ça, tu peux pas. Il y a un chien, t'en feras pas un chat, et c'est comme ça, voilà. Donc moi aujourd'hui, c'était ça.
Alors, maintenant, ça a changé parce qu'il s'est passé tellement de choses. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis à Bruxelles et je m'en vais à Anvers dans une boîte. Et puis, le patron de la boîte m'amenait des espèces. Je faisais un virement des espèces. C'est pour ça que c'est écrit blanchiment d'argent. Parce que il me donnait les espèces, ceux qui vendaient le bar. Moi, je faisais une facture et je prenais les espèces. Et puis, il est suivi et contrôlé par la brigade financière. Donc, ils viennent faire une perquisition, ils nous arrêtent. Et quand ils arrêtent, empreinte. Le ressuscité, Fernandez. Oh, mort. Carlo Nicolosi, c'est Pascal Laurent Fernandez. Oh, bordel de bordel. Donc, je suis déféré. Et là, contre toute attente, je me rappelle d'une chose. C'est un avocat extraordinaire. Il s'appelait Mario. Je l'appelle depuis la prison d'Anvers, où on avait le droit de téléphoner, et je lui demande de venir. Et il me dit, c'est qui ? Je dis, c'est Pascal Laurent Fernandez à Paris. Il me dit, oui, c'est quoi ? Je suis incarcéré à la maison d'arrêt d'Anvers. Est-ce que vous pouvez venir ? Je vous mentirai pas, je veux arrêter. Je suis fatigué. Il me dit, de toute façon, arrêtez, vous êtes arrêté. Hein. Et donc, je vois dans les journaux, les trucs, des nouvelles, etc., ce que je passe des coups de téléphone, qu'on raconte de la merde. Alors, je prends le journal du soir et j'explique en réalité ce qui s'est passé. Mais là encore, les journalistes ont fait un peu comme ils voulaient. Ils n'ont pas mis tout ça. Alors, je n'ai pas eu de faux passeport. J'ai eu effectivement blanchiment par rapport à ces espèces. J'ai eu recel de malversation de mandataire judiciaire. Et je suis donc transféré à Paris, chez un grand juge, dont je tairai le nom, qui, lui, m'a demandé tout, comment j'avais monté, comment j'avais fait, ce que j'avais fait. Et le type a vu que j'étais sincère. Il me dit, mais attendez, on a une attestation d'un gendarme qui dit qu'il est prêt à vous héberger. On a un huissier, on a ci, on a ça, on a ça, on a ça. Il me dit, j'arrive pas à comprendre. Vous étiez primaire et vous êtes parti de... Je dis, oui, j'ai eu peur. Et finalement, le juge voit que je lui mens pas. Et bien entendu, récupère tout l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est que le taxi de la liberté. Et puis j'en ai marre. Je suis fatigué, sa carrière. Très, très fatigué. Et là, la fin s'arrête. Et donc, je suis transféré au quartier VIP, pas VIP, au 2e étage, à la santé. On se revoit, je lui explique tout. Et je lui explique le mécanisme. Donc, on est en 2009. Et finalement, il m'accorde donc de faire ma peine en prison semi-liberté. Voilà. Donc, je dors à la prison et je sors le soir. Et Par contre, là, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus une thune. Plus rien. Là, tu repars vraiment à zéro. Voilà. Donc, je finis à côté du Mans pour vendre des piscines. Est-ce que tout ça, ça t'a pas refroidi ? Complètement. Et tu te dis finalement, je vais changer de vie. Trop loin dans le business. Je vais changer de vie. Voilà. Et donc. Totalement. Je change de vie. Ok. Et du coup, tu choisis quoi pour changer de vie ? Parce qu'il faut. Je prends un boulot à vendre des piscines. Okay. Alors, tu parles au Mans avec la flotte. Bon courage, à Angers. Et puis. Je me fais chier, il se passe une année, il se passe 2 ans, puis un coup de téléphone. Monsieur Fernandez, vous êtes convoqué au tribunal de Bratislava. J'ai rien fait, c'est bon, j'ai arrêté les conneries, c'est fini. Oui, pour un divorce. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vois une petite nana qui sort, la copie de Claudia Schiffer. Ça s'appelait... Oh, je vois, c'est un avion de chasse, mais belle. Et je vois mon avocat qui me dit, tenez, je vous présente... Et donc, belle comme le jour, elle me dit, j'ai une agence de modèles, mais je fais le salon de l'armement. Je mets des stewards, des stewardesses, je mets ci, je mets ça, je dis ok, d'accord. Et puis j'ai une agence aussi où on fait de l'événementiel, machin, etc. Et elle me dit, j'aimerais avoir quelqu'un qui connaît en France ces choses. Je dis, je connais. Et elle me dit, je vous commissionne. Je dis, combien ? Elle me dit, je sais pas, par 500 000. Je dis, attendez, je suis pas l'aune, moi. Ça marche pas comme ça, c'est 30%. Elle me dit, mais j'ai jamais donné 30% à un homme, c'est pas maintenant que je vais donner. Avec moi, c'est 30% en rien. Donc, je devais rester 48 heures à l'hôtel. Et finalement, j'ai un copain qui me passe sa Ferrari là-bas, sur place, parce qu'il était monté pour faire une immatriculation. Il y a toujours une Ferrari à un moment donné. Ça a été toujours le doigt dans le pot de confiture. Et c'est pour ça que j'ai dit, demain, je pourrais être milliardaire, je n'achèterai plus jamais de Ferrari. Parce que j'ai eu les Ferrari, mais à chaque fois, ça m'a porté l'œil. Et là, ça m'a pas porté l'œil à ce niveau-là. J'ai un copain qui habite là-bas, qui est français. Et il me dit, ok, machin. Il me dit, je t'ai vu avec la blonde, là. Je dis, ouais, c'est un avion de chasse. Et il me dit, ouais. Il me dit, fais attention, c'est une maline. Je suis ok, d'accord. Bon, bref. Je sympathise avec. Et puis ensuite, elle me dit, non, c'est 15%. Je dis, non, c'est 25 derniers carats. Et elle accepte 25. Et elle prend l'avion. Elle arrive à Nice. Et là, je l'emmène à Monaco. Et je l'emmène au Billionnaire. Donc je le vois, salut, et je lui dis, écoute, je te présente ma fiancée, je la prends par la main, elle dit, pique son phare, je dis, voilà, on va te mettre des images modèles, etc. Alors
Moi, les images modèles dans une boîte de billionnaire, ça veut dire que, attention, pas de prostitution, je veux pas d'histoire de merde. Donc, on lui demande la sécurité, on loue plusieurs appartements, mais les gars, ils avaient des faux téléphones, ils faisaient des vidéos, les trucs, les Là, machins. ça y est, là, tu te dis, je suis reparti dans le business. Normal. J'ai trouvé un truc qui fonctionne, on est reparti. Pendant 3 ans, je développe sa boîte. On fait les mariages de luxe, on fait à Monaco, on fait Cannes, on fait Nice, on fait tout ce qu'il y a jusqu'à Saint-Tropez. Là, tu gagnes bien ta vie. Je gagne bien ta vie. Ou- Non, rien. Mais est-ce que tu as toujours le syndrome du toujours Oui. plus à ce moment-là? Oui, ça revient. Mais je paye mes parties civiles. Je suis salarié à 2468 € par elle, d'accord? Et elle me dit, je peux pas te donner plus, sur le reste, on va mettre de l'argent de côté. Je lui dis, écoute, de toute façon, moi, ce que je veux, c'est repartir et payer mes casseroles et finir de cette vie de merde. Je dis, même si je suis plus en France, comme ça, c'est terminé. Et donc, on avance. Pendant 3 ans, je fais un carton avec sa boîte, qui s'appelait Golden Agency. Je suis partout sur la Côte d'Azur. Mais après, je fais Courchevel, je fais les stations de ski, etc. Et là, je monte un magazine qui s'appelait Asia. Enfin, je fais plein d'activités en même temps, mais toujours dans l'événementiel. Donc, je fais les mariages. Attention, les mariages de luxe, quand je faisais les Russes, c'était 150 000 € minimum de marge. Et puis un beau jour, on est avec sa mère un dimanche et elle bosse comme compta. Et là, elle m'explique toute la fiscalité. Ça fait 3 ans, 15% de taxes, pas d'abus de bien social, pas de machin, pas de ceci. Je dis, mais c'est devant moi, espèce de con, réveille-toi. Et là, je vais voir ma juge d'application des peines. Je dis, voilà, je travaille pour 2468 là, mais je veux monter une fiducie. Je sais que j'y ai pas le droit, mais je vais travailler pour ma... Je ne veux pas qu'on considère que c'est moi qui ai un gérant de fête. J'ai peur de tout, de mon ombre. Et puis on reçoit des gens. Puis il y a des gens qui arrivent, qui nous disent j'ai telle activité. Donc je commence à présenter les sous-traitants, les comptables, les machins, etc. Ce que je fais actuellement. Et là, il y a un mec qui vient et il vient avec un copain qui s'appelle Sylvain, qui est dans l'automobile, que vous avez vu, qui est un mec super et que j'apprends à sympathiser, le mec carré droit. Il m'amène un mec qui s'appelle Raphaël, qui vend des lubrifiants moteurs. C'est la naissance de Centurion Motor Oil. Elle vient pas encore. comme ça, elle vient comme un accouchement. Ce type a des dépendances, je dirais, toxicomanes. Il me dit, trouvez-moi des contacts en Slovaquie, trouvez-moi des contacts en Autriche, je vous donnerai entre 500 et 1000 € par camion. Je vois un copain arriver, je lui présente tout le monde, il se passe 2 mois, 3 mois, au bout de 3 mois, j'ai mon pote, il me dit, bon alors t'es content? Je suis content de quoi? Il me dit, 14 camions. Je dis quoi? Donc il me devait 14 000 €. J'appelle mon pote Sylvain, je dis, vas-y, amène-moi le touriste. Et quand il arrive, je dis, alors, tu m'as escroqué, ça. Et je prends le cousin de 2 mètres, policier. Je dis donc, c'est escroquerie. Et escroquerie ici, c'est 15 ans ferme. Vous choisissez. C'est pas la France ici, c'est trafic de drogue, c'est 80 ans, viol, c'est 60 ans. Enfin, c'est des peines de malade. Il panique, il me paye. Je dis OK. Je dis maintenant, toute la comptabilité de retard là. Ah, j'ai pas. OK, casse-toi. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir le comptable, je le paye. J'ai dit, donne-moi toutes les factures. Facture d'achat, facture d'entrée. Ben voilà, le soleil brille. Il est là, il est devant. Donc j'explique à ma juge en France en disant, écoutez, voilà, on est en 2012. Je dis, écoutez, je vais me lancer toujours avec Petra dans la partie des lubrifiants. Elle me dit, oh, du moment que vous payez plus des parties civiles, elle me dit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai tellement peur que je lui donne ce que je fais, mes relevés bancaires, où je vais, etc. Mais elle me dit, attendez, j'en fais tellement qu'elle se pose des questions. Je dis, non, j'ai peur. Je ne voulais plus remettre là-dedans. Et j'ai quelqu'un qui va changer toute la face de ma vie. Il s'appelle Joseph. C'était mon voisin, il avait 42 ans. Il me dit, écoute, je sais que tu n'as pas vendu de drogue, je sais que tu n'as tué personne, je sais que tu n'as volé personne, mais tout ton truc, est-ce que ça méritait ça? Je dis non. Il me dit, pourquoi tu viens me voir? Je dis, j'ai besoin d'argent. Il me dit, tu me charries? Je dis, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin que tu me prêtes 100 000 €. Il me dit, attends, j'ai vendu ma maison de campagne, on a vendu 120 000. Je dis, j'ai besoin, Jojo, que tu me passes 100 000 €. Il me dit, c'est pourquoi faire? Je veux lancer une entreprise dans les lubrifiants. Et je l'appellerai Centurion. Parce que la dernière carte que j'avais, Black Amex, elle s'appelait Centurion. Et je vais l'appeler Centurion Motor Oil. Et puis après, j'ai été revoir un copain huissier que je tairais. Et puis ensuite, j'ai été voir un ami d'enfance. Ensuite, j'ai été voir un copain serbe, parce que c'était à l'époque de Zoran, mais c'était pas lui, mais c'était un copain. Et ensuite, j'ai été voir le cousin de policier, son oncle, tout le monde. Et j'ai ramené 400 000 €. J'ai acheté 3 camions. Alors, c'est quoi l'huile? C'est des bidons d'1 litre, de 5 litres. Zaccaria est bidon de 200 litres. Ça, c'est ton activité actuelle aujourd'hui? C'est mon puisqu'on activité voit sur que les j'ai réseaux créée. que C'est tu ça. partages des bidons d'huile, etc. C'est ça. C'était ça. Et c'est là que j'ai créé Centurion Motor Oil. Et oui, j'entends, ça sonne. Ouais, ça tombe bien, on a un coup de fil. Comment tu fais 964 millions de chiffre d'affaires? Très simplement, Centurion,
Motorola, Slovaquie. Ça, c'est l'holding. Ensuite, ici, on a la Slovénie. Ici, on a la Serbie. Ici, on a la Bosnie. Ici, on a la Croatie. Ensuite, ici, Roumanie. Ensuite, ici, Hongrie. Ensuite, ici, on a exactement Tchéquie. Ensuite, ici, on rentre dans l'exotisme Moldavie. OK? Ici, Transnistrie. Et ensuite, Albanie. Et ici, Bulgarie. Mon idée est la suivante. Je vends de l'huile. Je l'achète en France, en Espagne et ici, Portugal. Les 3 pays les moins chers. J'achète hors taxe et je vends à tous ces pays en hors taxe, bien entendu, à un réseau de distribution que j'ai mis. Ça représente 15 camions par jour. Un camion varie à peu près entre 150 à 100 000 euros. La marge était de 15 000 minimum à 20 000 euros. Je faisais en moyenne entre 15 camions jour à 20 camions jour. Tout le monde me dit comment il a fait tout ce réseau. Je l'ai fait en allant faire du porte-à-porte, en allant chercher non pas des concessionnaires, mais des petits garages de particuliers et de petits fournisseurs d'huile. Et contre toute attente, pourquoi mon chiffre d'affaires où je faisais 964 millions sur toutes ces sociétés, c'est pas les mêmes noms, tu t'en doutes bien, parce qu'il fallait que je passe en dessous des radars sous les pétroliers. Sinon, il y avait déjà des distributeurs, j'aurais foutu une merde noire. Donc comme je faisais ça, j'allais, je laissais, je disais, toi tu restes gérant, tu gardes ton nom et machin, et moi j'étais dedans. Et on faisait 5,9 millions de dividendes. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui est arrivé? Le Covid m'a tout niqué. C'est que tout le monde ne me comprenait pas pourquoi j'étais en Transnistrie et en Serbie. Parce que je vendais aux Russes. Ils ont tous cherché où je vendais mon huile. Je vendais en Russie. J'en ai vendu en Corée. J'ai vendu dans des endroits où on n'allait pas. En Tchétchénie et ailleurs. C'est là pourquoi j'ai fait ça. Et vous regarderez sur Google, quand vous tapez Centurion Motorola, il y a un petit truc qui s'écrit Fintax en blanc. Et tu verras que les gens disent « Ah mais comment ça se fait qu'il avait fait tant et qu'il... » Ah oui, c'était ça. J'avais fait 5,9 millions et j'ai fait 5,8 de dépenses. Et il avait que 100 et il avait que 16 000 euros d'impôts. Ah, c'est une escroquerie. Non. Ce que j'ai fait avec les 5,8 millions, c'est que j'ai acheté des appartements et des immeubles. Bien entendu, c'est au nom de la société. Et qui était la gérante? Et moi, j'avais comme un con 40% et elle 60%. Donc voilà comment j'ai fait. Et bien entendu, ce qui s'est passé... Elle est partie avec l'argent, elle a fait une augmentation de capital, elle m'a foutu dehors et terminé. Me voilà ruiné. Voilà comment je me suis retrouvé à la tête de 964 millions de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire 964 millions dans ta poche à carrière. Évidemment. Il y a 5,9 millions et ensuite après il y a les taxes, mais pourquoi on faisait? Parce qu'on achetait beaucoup de biens immobiliers, beaucoup de ça. On vivait grand train, tout à fait légalement. Je suis passé au yacht, acheter, revendre des yachts, etc. C'est bien de clarifier parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent cette anecdote un peu sortie du contexte. Je ne sais pas si dans la vidéo où tu dis ça, tu expliques en détail comme tu veux faire. Non, mais parce que ça regardait personne pour que les gens savent aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est que la première partie de ta vie, c'est un véritable film, on te croit ou non. Ensuite, il y a les preuves, de toute façon, c'est sur Google, c'est sur partout. Donc. Tu vas un peu en prison, et puis tu Malheureusement, décides de te ça c'est honte relancer, de ma vie. tu décides de te refaire. Aujourd'hui, t'as 58 ans. 58 ans et j'ai tout recommencé au nom de Laurent Fernandez parce que j'ai utilisé mon deuxième prénom en accord, bien entendu, avec la justice pour avoir une paix et l'oubli. En vérité, je suis resté sur les réseaux sociaux, personne ne vous auriez vu. Si mon ex-femme, parce qu'elle a eu la rage que je me bats, parce que j'ai toujours dit un genou à terre, pas un genou sous terre, et je me suis battu pour mes enfants. Écoute-moi bien, c'est très important. Ça fait 14 ou 15 mois que je suis là, rien d'autre. J'ai dit toujours, je ne vendrai rien, je ne ferai pas de la merde. Je vais t'expliquer après pourquoi. Ces 14 mois, ça a été un petit peu de la rédemption. Ça m'a fait du bien, ça m'a soigné. Parce qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, qui ont vu qu'un père, c'est pas non plus un portefeuille. Mes enfants, c'est toute ma vie, d'accord? C'est important. Il y a des choses, tu sais, dans la vie où je me sens pas comme une crapule. Ce gendarme m'a donné la chance. Cet huissier m'a donné une chance. D'autres policiers aussi m'ont donné des chances. Et j'avais promis au juge, je lui ai dit, vous me reverrez plus jamais. Et c'est important. Chez moi, la parole, elle est très importante. Je suis un homme de parole. Je suis loyal. Et c'est pour ça que j'ai pas pu rester avec les femmes que j'étais, celles qui m'ont trompé. Elles sont parties. Mais finalement, c'est moi le grand gagnant. Puisque aujourd'hui, je sais de quoi je suis fait. Alors, c'est évidemment, j'ai pas d'argent. Là, on me refait confiance, on me reprête de l'argent. C'est vrai, Zakaria. Mais je suis pas riche. Mais je compte redevenir riche. C'est vrai que tu parles souvent de remontada.
Oui. Et donc, la partie réseaux sociaux, puisque les gens se posent pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'à bientôt 60 ans, avec une vie comme la sienne, Laurent Fernandez, il vient faire sur les réseaux? Donc, ça fait partie de ta stratégie de communication. Oui, mais moi je mens pas. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux m'ont aidé à retrouver des concessionnaires, m'ont redonné à trouver des pièces détachées, m'ont redonné du réseau. C'est grâce à eux, parce qu'elle a des anciens clients, je peux pas les prendre. Quand on dit qu'un homme ne peut pas changer, on peut changer. Et c'est là-dessus qu'on va passer sur les questions des abonnés. La première question, du coup, c'est tu nous décris un groupe avec des sociétés, mais on te voit toujours seul ou éventuellement avec ta compagne. Est-ce que tu peux nous présenter tes équipes, faire le tour de Je l'ai tes déjà bureaux? fait sur Sultan TV, excuse-moi de te balancer quelque chose, mais il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez. Moi, il y a une fiducie, je sous-traite tout. Il faut que vous compreniez que liberté, aujourd'hui, c'est quoi? Quand on veut fonctionner intelligemment, c'est pas que les réseaux sociaux, il faut aller faire du porte-à-porte. Je peux pas être au champ et au moulin. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de splitter. Je reste 10 jours en Slovaquie. Pendant 10 jours, je fais 4 clients le matin, 4 clients l'après-midi. Ils voient mon avocat, Maître Buzek. Ils voient Marianne, mon expert KPMG. Ils voient Christian, mon fiscaliste. Ils voient Sylvia, mon expert comptable. Ils voient bien entendu mon notaire. Donc j'ai aucun problème. Voilà. Maintenant, dire à des clients qui viennent pour réduire de la fiscalité, trouve-moi quelqu'un qui va se mettre devant tous les réseaux sociaux et à la télé pour dire je voudrais éluder un petit peu et faire réduire de l'optimisation fiscale. Trouve-moi un seul Français qui a de l'argent et qui dit j'ai les couilles de venir à la télé pour faire de l'optimisation fiscale. Alors réponds à ce con, est-ce que demain t'es riche, est-ce que tu viens faire de l'optimisation fiscale et te faire filmer? Il va dire non. C'est très simple. Alors, de toute façon, tu regardes sur Google, on les trouve mes bureaux. Vas-y, deuxième. Tu parles de yacht, de la Rolls, de la villa. C'est ce qu'on voit beaucoup sur ton compte Instagram, sur ton compte TikTok. Comme une garantie, un collatéral dans plusieurs business. Comment c'est possible d'apporter tout ça en garantie à plusieurs personnes en même temps? Alors lui, il est vraiment très con. Hein. Le hater, là, il est vraiment très con. Alors, première chose, j'ai créé plusieurs structures. J'ai des gens avec moi. Comment tu sors de l'argent? Du chapeau magique. Donc, je mets une structure. Dans une première structure, tu as une garantie. Dans une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. C'est-à-dire que si toi, demain, moi, j'avais besoin, je suis rentré dans un fonds d'investissement. On le sait tous. Donc, j'y ai mis de l'argent à moi, mais très peu. Beaucoup de parts de mes sociétés, parce qu'il y a du capital et que ça tourne. Et il a fallu que je convainc mes associés. Donc, on l'a mis. Maintenant, j'ai des choses qui me sont personnelles. J'ai une Rolls. Il y en a trop au monde. Il y en a qui me disent 1, 1, 2, 2. Mais ils n'ont pas compris, c'est comme ça. Voilà. Hein, une overdose, c'est marqué sur Google, ça, on ne peut pas se tromper. C'est pas une voiture personnelle. Elle est au nom de ma société. Mais elle n'a pas de crédit, mais elle appartient au nom d'une société. Je me suis aperçu que les gens riches sont moins cons, ils mettent rien à leur nom, que si demain ça va pas, eh ben ça appartient au nom de la société. Donc j'ai suivi le même processus avec ça. Peu importe que je suis associé avec Zoro ou la tante à Jules, ce que je donne en garantie est sans gage et sans rien. Il se fait devant notaire et avocat. C'est-à-dire que, par exemple, cette structure, elle a la Rolls. Deuxième structure, elle a le ranch. Troisième, elle a le bateau. Quatrième, elle a la villa. J'ai amené 3 millions de garantie pour 1 500 000. Et je donnais 400 000 euros, t'as bien entendu, de profit. J'ai dit, pourquoi? Parce que je rentre encore dans une histoire fantastique. Tout le monde m'a dit, c'est quoi? Il suffit de regarder, Zakaria, les news à la télé pour comprendre que les opportunités, les niches sont devant vous. Il faut réfléchir. Il faut arrêter d'être un mouton de panurge. Parce qu'en France, quand tu leur dis tu fais 5 activités, c'est pas vrai. La bande de cons, moi je me lève à 5h du matin, je suis désolé de parler en creux parce qu'il y a des gens très intelligents et des chefs d'entreprise et puis il y a tous les branleurs que je vois. Et moi, 5h du matin, je sais pas, je suis en train de faire dodo avec maman. Moi, je suis en train de faire des mails. Et puis à 8h, j'arrête ma deuxième activité. Et puis je passe à ma deuxième, et à ma troisième, et à ma quatrième. J'ai 5 activités, Zakaria. La première, vente de société, d'accord, à travers Centurion Fiscal Pro. C'est-à-dire la fiducie, je viens de parler. Ensuite, j'ai Centurion Motor Oil Repas, ce que je viens de te dire que je fais toujours. Ensuite, on a Titan Motor Oil. Ça, c'est que pour la partie agriculture et aéronautique, pour l'Afrique. Ensuite, on a Centurion EcoGreen. C'est quoi Centurion EcoGreen? C'est tout ce qui est déchets. Alors, je commence, c'est petit. Si tu préfères, je récupère tous les déchets dans les hôpitaux et je les fais retraiter ailleurs. Et puis, on a aujourd'hui le fonds Valeur Finance. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'argent pour faire des coups. Et puis là, je tombe sur une opportunité de dingue. C'est la guerre. Il y a des batteries. Il y a des pays en Europe qui fabriquent des batteries pour l'armée. Et puis, là, ça va se calmer. Bon, je pense que ça va se calmer en Ukraine. Je me suis dit, il y a une opportunité. Et j'ai un de mes copains qui est dans la pièce détachée, qui me dit, tiens, il y a ça, il y a ça. Et je regarde, je suis putain. Donc, je vais créer Centurion Énergie. Et je vais vendre des batteries. Je vais devenir leader européen de la batterie. Tout le monde a rigolé, je vais être moins cher que les Chinois. Tu cherches à lever des fonds. Évidemment, c'est pas pour autre chose. Justement, qui pose la question, un abonné qui demande pourquoi, plutôt que d'essayer de lever les fonds, de lever des fonds auprès de particuliers ou autres, tu mets pas, par exemple, la maison que tu apportes en garantie. Alors là, il est encore très con. Pour faire
Un crédit hypothécaire. Alors, je ne suis pas fiscalement français. Je n'ai pas de compte en France. Je n'ai pas d'activité française. Et la société appartient à l'étranger. C'est-à-dire que pour avoir ça, une banque française ne te suivra pas parce qu'il faut une société étrangère. Et on va dire, monsieur, elle est dans un quoi ? Elle est dans un fonds avec une SPV. C'est-à-dire qu'elle est enregistrée tout à fait légalement en France auprès du centre des impôts, mais elle n'est pas à mon nom. C'est pour ça aussi que tu ne peux pas t'adresser aux banques. Ah non, mais je ne suis pas en France. Tes investissements. Le banquier il va me dire ça. Deuxièmement, je vous rappelle que j'ai monté ma boîte au fin février, début mars. Donc j'attends les bilans de Centurion Motorola Europa. Alors on me dit, oui, mais il n'a pas fait d'argent. Mais non, parce que j'ai acheté une coquille, comme je fais pour mes clients. Donc je viens seulement de la mettre en route. Bon, moi, je ne vends pas du rêve. Voilà. Donc aujourd'hui, je rentre dans un fonds parce qu'ils vont placer de l'argent. De l'autre côté, il y a ceux qui en volent, mais ils viennent avec des garanties et 30%. Et de l'autre côté, ils placent leur argent. C'est pour ça que je suis là. Moi, je suis un homme d'opportunité, mais plus d'exotisme. Parce que les années ont changé, parce que je suis père de famille et que je voulais même pas faire cette émission parce que pour mes enfants. Parce que j'ai honte. J'ai honte, Zakaria. Moi, je suis pas honte. Aujourd'hui, tu regrettes ? Qu'est-ce que tu regrettes au final dans tout ce que tu regrette d'avoir aujourd'hui ? Je regrette pas ma vie, je regrette juste un choix de vie d'avoir fait cette connerie avec le mandataire judiciaire. Et du coup, la fameuse question, si c'était à refaire, non. Tu ferais aujourd'hui ou pas ? Non. Parce que peu importe la somme, aujourd'hui, tu voles 100 millions d'euros à quelqu'un. C'est pas difficile, on va te retrouver, on va te chercher au bout du monde, tu sois en Thaïlande, tu sois au Mozambique, tu sois n'importe où. Il y a les caméras faciales. Et puis, je veux dire, cette souffrance, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Moi, je suis venu aujourd'hui m'expliquer, je me mets en danger. Faut que tu te dire, en venant chez toi, je me mets en danger parce que ça remonte mon passé, pour certains qui ne me connaissent pas. Bon, les 15 premiers groupes automobiles avec qui je travaille, dont je dirais les noms en Europe, me font confiance et je le sais que ça ne changera pas. Maintenant, des gens qui me connaissent de près ou de loin, il n'y a pas de souci. Dans tous les pays de l'Est, ils s'en foutent parce qu'ils disent ça ne serait même pas arrivé chez nous. Tu te mets en danger, mais c'est aussi tout à ton honneur, puisqu'il y a des, je sais pas si il y a des articles qui traînent à droite à gauche, il y a beaucoup de et alors, rumeurs. Il n'y en a aucun qui avait mis ma tête. Pascal Laurent Fernandez, il n'y avait pas ma gueule. On avait fait une demande. Et aujourd'hui, j'ai un avocat, Antoine, que j'ai parlé sur les réseaux sociaux, qui est très important, qu'on a vu sur BFM. Oui. Il m'a dit, je peux gagner contre contre Google, contre tout le reste. Et il m'a dit, tous ceux qui t'écrivent là, les haters, je les fous au tribunal. Parce que c'est ce qu'on appelle... à l'oubli, tu sais, c'est pour... il a raison, mais j'ai décidé de porter mes couilles et de venir chez toi, parce que c'est une première émission, parce que tu me l'as dit. Bon, tu m'as chauffé quand même, j'en ai pris un peu plein la tête, mais voilà. Et là, on peut mettre ta machine et vas-y. Effectivement, continue. Merci d'avoir eu le cran. On va aller jusqu'au bout, on va passer au détecteur de mensonges. Si tu es prêt pour ça, tu m'as dit que oui. Ouais. Donc allons-y, on va accueillir Carla, qui va t'installer donc le matériel et ensuite je te poserai toutes les questions. Laurent Fernandez, est-ce que c'est vrai que tu louais une partie de la maison de tes parents aux copains pour qu'ils puissent mater la voisine ? Oui, c'est vrai, totalement. Laurent Fernandez, est-ce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu as racheté l'une des voitures d'Al Capone ? Oui. Cadillac 1931. Laurent Fernandez, est-ce que ta montre, c'est une vraie montre ? Oui, c'est une vraie montre. Laurent Fernandez, est-ce que tu regrettes d'avoir fait des choses illégales dans ta vie ? Oui. Vraiment. Laurent Fernandez, est-ce que tu as derrière la tête prévu d'arnaquer ou d'escroquer les gens sur les réseaux sociaux ? Non, aucun. Faire du business, oui. Laurent Fernandez, est-ce que tu as prévu de nous vendre une formation pour devenir commercial ? Non. Laurent Fernandez, est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui, la remontada comme tu l'appelles, tu fais pas ça pour les femmes ? Pour moi et pour les femmes. Faut répondre par oui ou par non. Là, je suis dans la merde. Joker. Joker. Laurent Fernandez, est-ce que tout ce que tu nous montres actuellement sur les réseaux sociaux, la maison, le bateau, la Rolls, sont à crédit ? Non, plus. C'est terminé. Laurent Fernandez, est-ce que tu as déjà été approché par Jackie et Michel pour les lubrifiants ? Non, jamais. Pour autre chose ? C'est pas le genre de la maison. Laurent Fernandez, est-ce que tu as failli racheter Quick ? Non. Alors cette question, c'est pour un prochain invité. Je me suis trompé dans mon script. Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clôturer ce podcast ? Un conseil, une confidence ?
Premièrement, que ça soit, vous soyez jeune ou plus vieux, chef d'entreprise ou pas entrepreneur ou entrepreneuse, j'ai toujours dit la même chose. Le fisc et les femmes, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Donc, ne mettez pas le doigt dans le pot de confiture, ni le bras comme moi, parce que la patrouille vous rattrape. C'est ce qu'on dit. Et c'est réel. Ensuite, deuxième chose, écoutez, j'espère qu'on va faire des millions de vues, que je ne dois pas qu'on ne botte pas le cul du fonds d'investissement et qu'on fasse de l'argent intelligemment. Il y a des réseaux sociaux, il y a, j'espère que longue vie à ton émission. Je ne fais pas de formation. Par contre, ce que je risque de faire, c'est... tu vas avoir la primeur. Le but de l'opération, c'est de venir à peu près avec 200 chefs d'entreprise, de louer à Monaco ou à Monte-Carlo le casino, ou louer dans un endroit totalement atypique, pendant 2 jours, de faire rencontrer tous les gens que je connais, que ce soit des notaires, des avocats, des fiscalistes, mais aussi des banques, des subrogations, etc. Et de les mettre tous ensemble. C'est-à-dire que ça ne sera pas un club. J'organiserai un événement. Bien entendu, il y aura 200 personnes à 10 000 € et je ferai venir des très grands. Aussi bien des hommes politiques, je sais comment tu vas sourire, certains qui ont un parcours, diront, atypique, des chefs d'entreprise atypiques, et aussi des grands pour qu'ils fassent du business entre eux, et pourquoi pas faire du business, ça oui, c'est ce que j'ai prévu. Voilà. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, surtout de me dire dans les commentaires qui est-ce que vous voulez voir en garde à vue avec Zaki, et moi je vous dis à bientôt pour l'affaire suivante. Et il y a un truc que je regrette vraiment profondément, c'est Franck, qui n'a pas supporté le poids de ses erreurs. Il a mis le doigt dans le pot de confiture, mais paix à son âme. Je pense souvent à ces 2 petites filles qu'il a laissées. Ça valait pas de se suicider, mon pote.